C'est bon? Chers collègues, j'espère que vous avez passé un bel été et que vous êtes bien reposés. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver après cette pause estivale. L'ordre du jour de notre commission au début de la prochaine session ordinaire portera essentiellement sur l'examen des 10 avis budgétaires sur lesquels nos rapporteurs et nos administrateurs travaillent activement en ce moment. Avant cela, je rappelle qu'une délégation composée de 9 commissaires se rendra mardi et mercredi prochain au Bundestag à Berlin pour y rencontrer nos collègues allemands de la Commission de l'économie et de la Commission de la protection du climat et de l'énergie. Le lendemain, jeudi 28 septembre, Orange convie une dizaine de députés à participer à un parcours fibre dans l'un de ses centres parisiens. J'invite les commissaires qui sont intéressés à rapidement le dire auprès du secrétariat pour cette visite qui sera suivie d'un déjeuner avec Madame Christelle Edeman, directrice générale du groupe Orange. Par ailleurs, je vous informe que la Commission des affaires économiques examinera mercredi 4 octobre 2023 la proposition de loi visant à baisser la facture énergétique des Français et des entreprises sur le territoire national. Ce texte étant inscrit par le groupe Rassemblement national à l'ordre du jour des séances qui lui sont réservées le jeudi 12 octobre, je vous propose de désigner M. Alexandre Loubet comme rapporteur de la proposition de loi. Je demande votre assentiment. Pas d'objection. Bien, M. Loubet, vous êtes donc nommé rapporteur. L'actualité économique est caractérisée par la persistance de l'inflation, en particulier l'inflation touchant les produits alimentaires, alors même que les tensions sur les prix des matières premières, des produits manufacturés ou des services se font moindres. Le gouvernement a donc annoncé son intention d'intervenir par voie législative. Un projet de loi sera soumis au Conseil des ministres du 27 septembre. Notre commission l'examinera mardi 3 octobre. Le texte sera inscrit à l'ordre du jour de la séance publique le lundi 9 octobre. Selon les informations dont je dispose, ce projet de loi contiendra 2 éléments clés. Un premier article permettant d'avancer les dates de négociation entre les distributeurs et les 75 plus gros industriels. C'est, je crois, une attente de plusieurs acteurs économiques que nous allons écouter aujourd'hui. Et cet article nous amènera probablement à nous interroger, ou pas, sur la nécessité de graver dans la loi la date des négociations. Il est peut-être temps, en tout cas certains acteurs le disent, de donner plus de flexibilité dans les années qui viennent pour qu'ils décident librement et contractuellement des prochaines dates de négociation. En tout cas, c'est un beau débat qui nous attend à l'occasion de cet article premier. Un second article est venu s'ajouter à ce futur projet de loi. Il concerne le prix des carburants qui nous préoccupe tous. Un acteur de la grande distribution, ici présent, a déclaré le 12 septembre sur France Inter, je cite, « Sur le carburant, comme j'achète et je revends, je ne peux pas revendre à perte pour pratiquer le juste prix. Je n'en ai pas le droit, contrairement à Total Energy, par exemple. » Fin de citation. À l'écoute des acteurs économiques, le gouvernement a donc annoncé que les distributeurs de carburant pourraient être autorisés à vendre à perte dès le début du mois de décembre pour une durée de 6 mois. Cette disposition sera intégrée dans le texte initial du projet de loi qui nous sera soumis. Elle devrait pleinement satisfaire ceux qui ne se privent pas de dire dans les médias, la main sur le cœur, qu'ils dirigent une ONG qui aimerait tant baisser les prix, mais que la loi les en empêche. Sur ce projet de loi, et sous réserve de son dépôt, je vous propose la nomination d'Alexis Izard comme rapporteur. Je demande l'assentiment de la salle. Pas d'objection. Il est donc nommé rapporteur. En attendant que le rapporteur organise son travail, il m'a semblé pertinent d'organiser avec tous les membres de notre commission 2 tables rondes pour entendre certains des protagonistes essentiels pour la détermination des prix de l'alimentation, protagonistes qui ont plus l'habitude de se renvoyer la balle par médias interposés plutôt que de s'exprimer directement devant les parlementaires. Nous débuterons donc cette matinée par une table ronde rassemblant des représentants éminents de la grande distribution. Puis à partir de 11h15, nous réunirons une table ronde associant des organisations représentant l'industrie agroalimentaire. Pressentant les habituelles réclamations, je rappelle que notre temps est contraint et que le futur rapporteur aura tout loisir d'entendre toute personne ou toute organisation le sollicitant d'ici le 3 octobre. En ce qui me concerne, j'ai choisi de recevoir les acteurs de la grande distribution occupant les plus fortes parts de marché dans notre pays, ainsi que des associations représentant des industriels de tailles diverses. Pour la grande distribution, nous accueillons donc M. Alexandre Bompard, président directeur général du groupe Carrefour, président de la Fédération du commerce et de la distribution, bienvenue. M. Dominique Schelcher, président directeur général de Système U, bienvenue. M. Thierry Cotillard, président du groupement Les Mousquetaires, bienvenue à vous. Et M. Philippe Michaud, coprésident de l'enseigne Leclerc, bienvenue à vous. Messieurs, je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette table ronde et d'avoir ainsi dégagé du temps dans vos agendas. Avant de vous donner la parole pour une intervention liminaire de 5 minutes chacun, grand maximum, je le précise parce que le temps est un petit peu contraint, je rappelle que les orateurs des groupes pourront ensuite vous interroger en disposant pour chaque question d'un temps global de 4 minutes qui inclut le temps de réponse qui doit être d'1 minute au moins pour vous.
Et donc j'incite les orateurs à identifier précisément la personne dont ils attendent la réponse. Et après les orateurs de groupe, je prendrai en un seul bloc toutes les questions d'individués, individuellement, qui souhaitent s'exprimer. Et comme nous avons une seconde table ronde, le temps accordé pour chaque question sera limité à 10 minutes précisément. Et vous pourrez répondre à la totalité de ces questions à la fin de notre table ronde. Monsieur Alexandre Bompard, président de la Fédération du commerce et de la distribution, vous avez la parole. Puis, je crois que monsieur levait la main, donc je ne sais pas si... Il aura son temps de parole tout à fait comme tous les députés tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Parfait. Monsieur le Président, merci beaucoup de votre accueil. Mesdames et messieurs les députés, merci de votre présence. Puisque vous m'y autorisez, je vais effectuer une brève déclaration liminaire. D'abord, permettez-moi de souligner que je suis, et je crois, nous sommes, heureux de cet échange avec vous. Heureux d'abord par la considération que je dois et que nous devons à la représentation nationale. Heureux aussi, car je crois important pour nous de mieux faire connaître notre secteur, notre rôle, nos contraintes, nos métiers et tout ce que nous faisons pour les Français dans leur combat face à l'inflation. Notre secteur est souvent méconnu, parfois caricaturé, et notre échange de ce matin, qui montre que vous êtes à l'écoute des entreprises, permettra, j'en suis sûr, de dissiper certains malentendus. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, je m'exprime en tant que président de la FCD, mais surtout en tant que président-directeur général de Carrefour, groupe présent dans 43 pays, avec, vous le savez, un très fort ancrage en France, puisque 150 000 personnes travaillent dans un de nos 6 000 magasins sur le territoire. Un groupe en pleine transformation de son modèle depuis 5 ans. Monsieur le Président, vous avez parlé d'inflation, et vous avez raison, au fond, c'est le sujet principal pour les Français depuis 18 mois, et c'est l'urgence aujourd'hui. Nous avons été collectivement les premiers à alerter sur cette situation dès le milieu de l'année 2021, quand les prix de l'énergie et ceux des matières premières augmentaient et que l'on voyait déjà les effets des perturbations du commerce international et des chaînes logistiques, avant même que la guerre en Ukraine nous fasse basculer définitivement dans une ère d'hyperinflation. Parfois, ces expressions ont choqué, mais nous avons toujours eu ce discours de vérité et nous avions notamment dit dès le début de l'année que nous devions vivre cette année encore avec l'inflation. Il n'y a pas eu et il ne pouvait y avoir de septembre vert. Il n'y aura pas de baisse des prix cette année. La crise du pouvoir d'achat est là, sous nos yeux. Car cette hyperinflation, c'est mon deuxième point, est un poison lent. Je ne vais pas redonner les chiffres, nous les connaissons tous. Au-delà des chiffres, vous connaissez la réalité des administrés dans vos circonscriptions. De plus en plus de Français basculent dans la pauvreté. Les fins de mois sont devenues des milieux de mois. Un Français sur 2 saute des repas. Un Français sur 10 renonce à des produits d'hygiène de première nécessité. Et cela ne fait qu'empirer. N'ayons aucun doute non plus sur le fait que cette inflation fragilise aussi les entreprises. Et dans notre secteur, vous le savez, certains acteurs sont en grande souffrance. On peut faire, et c'est parfois normal, beaucoup de reproches à la grande distribution, mais on ne peut pas lui reprocher de n'avoir rien fait face à l'inflation. Depuis 2 ans, parce que ce sont nos clients, parce que c'est notre métier, nous avons multiplié les initiatives en accompagnant parfois les demandes des pouvoirs publics, en réduisant nos marges sur les produits du quotidien, en constituant des paniers complets pour répondre aux besoins de nos clients, en faisant des opérations à prix coûtant, en développant des gammes accessibles. Si chacun l'a fait avec son modèle, tout le monde s'est engagé dans cette démarche. C'est aussi cette observation au plus près du terrain du comportement des clients qui nous a conduit à prendre la parole sur des sujets de régulation, non pas pour nous substituer à votre rôle, mais parce qu'il nous a semblé de notre responsabilité d'attirer votre attention sur les conséquences de certains dispositifs. Et nous l'avons fait avec comme seule boussole la défense du pouvoir d'achat des Français. Vous connaissez par exemple notre position sur le DPH dans cette période de grande souffrance des Français en matière de pouvoir d'achat. Nous avons juste demandé un moratoire d'1 an à l'arrêt des promotions si essentielles au sens premier du terme pour nos clients, dans une catégorie où 75% du chiffre d'affaires est effectué par les 5 mêmes entreprises, toutes des multinationales. De même, nous réitérons le fait que tous les dispositifs qui limitent notre pouvoir de négociation avec les grandes multinationales ne vont pas dans le sens de la protection du pouvoir d'achat des Français. Voilà mon état d'esprit ce matin, dans l'immense majorité où j'ai le bonheur d'être,
il y a une grande confiance accordée au rôle de la distribution et de ses opérateurs. Et d'ailleurs, cela va de pair avec beaucoup de stabilité des normes et beaucoup de stabilité des réglementations. J'aimerais parfois qu'il en soit de même dans notre beau pays, et je crois que ce type d'échange est une bonne manière d'y parvenir. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président Directeur Général. Je vous propose de passer à Monsieur Dominique Schelcher, Président Directeur Général de Système U. C'est à vous. Monsieur Bompard, il faut éteindre votre micro. Voilà, et c'est parfait. Merci, Monsieur le Président, pour votre invitation, votre accueil et cette opportunité qui nous est donnée d'échanger avec vous. Bonjour, Mesdames et Messieurs les parlementaires. Alors donc, tout d'abord, je voudrais rappeler que je suis le PDG de Système U. Et comme nous sommes une coopérative de commerçants indépendants, je suis moi-même donc toutes les semaines, chaque fin de semaine dans mon magasin face à mes clients et face à mes collaborateurs. Et ce que je note en cette rentrée, c'est véritablement une préoccupation renforcée de nos concitoyens, en tout cas d'une grande partie d'entre eux qui font face à une rentrée vraiment plus difficile que jamais, qui se restreignent pour une grande partie, et ce phénomène s'accélère véritablement. Et donc, notre responsabilité à tous, c'est évidemment de trouver des solutions pour accompagner ces Français qui sont en difficulté. Le point d'aggravation de la situation actuelle est très clairement le sujet du prix du carburant. Nous sommes avant tout, nous, Système U, présents dans les territoires ruraux où la voiture est complètement indispensable pour aller au travail, pour emmener ses enfants, pour aller faire les activités et aussi pour faire les courses. Et donc, le budget carburant pèse de plus en plus, et on a une responsabilité aussi de trouver des solutions par rapport à cela. Même si j'observe en même temps, et ça c'est un signe qui est intéressant, je trouve que face à toutes ces difficultés, beaucoup de Français cherchent des solutions d'entraide entre eux, de coopération, de collaboration sur le terrain pour faire face à cette situation qui pourrait être difficile. Ma grande question à moi, c'est après une période de choix, d'arbitrage. Maintenant, on est rentré dans une période de restriction. Jusqu'à quand pourront-ils supporter cette période de restriction? Et j'observe peut-être en cette rentrée du côté de nos collaborateurs, en tout cas c'est un retour que j'ai, une tension qui grandit un peu avec les collaborateurs. Voilà, le moindre sujet se transforme vite en exigence très forte, et on peut le comprendre, mais voilà, je trouve qu'en termes d'ambiance, c'est à relever. Alors, sur les fameuses négociations commerciales qui sont le premier objet de cette rencontre aujourd'hui, tout d'abord, rappeler comme mon confrère Alexandre Bompard que notre engagement depuis le début de cette crise est véritablement important. Ça fait maintenant 1 an qu'on a mis en place des dispositifs extrêmement importants pour accompagner les consommateurs. Ça se traduit chez Système U par un panier à prix coûtant. C'est la caractéristique de notre opération, c'est-à-dire que sur les produits qu'on met en jeu, qui sont les meilleures ventes à notre marque, nous ne prenons plus du tout de marge. C'est un investissement extrêmement important. C'est un exemple de dispositif, mais il y en a de nombreux autres. Il y a une question qui va vous être posée, comme vous l'avez décrit dans le projet de loi qui va vous être proposé dans les prochains jours, sur la réouverture des négociations commerciales. Tout d'abord, moi, je voudrais dire que je regrette que les grands industriels n'aient pas répondu favorablement ou massivement à l'appel du gouvernement dès le printemps dernier de réouvrir ces négociations comme nous avions pu le faire en 2023. En 2023, nous avait été proposé à tous les acteurs la même chose. Tout le monde s'était engagé très fortement à un moment où il fallait prendre en compte pour tout le monde cette inflation et ces charges sur les entreprises. On l'a fait, on a travaillé dur toute l'année et on a abouti. Maintenant que le phénomène s'inverse, et vous l'avez dit vous-même dans votre propos liminaire, on trouvait intéressant de pouvoir, avec ceux qui le pouvaient, et notamment les plus importants, pouvoir renégocier. Ça n'a pas pu se faire, et très concrètement, nous avons reçu des propositions, je veux dire, infimes et pas représentatives du besoin qu'ont les Français de trouver de meilleures conditions finalement dans les magasins. Donc, de notre côté, évidemment, la proposition d'avancer les négociations et de changer la date est évidemment très intéressante. Mais il faut avoir en tête l'idée suivante. Il ne faudrait pas que ça se transforme, si on avance ces négociations, il faut que ça se transforme en un mieux pour les consommateurs. Or, aujourd'hui,
l'alerte qu'on peut avoir, c'est que les premiers signaux que nous avons de nos fournisseurs, ce sont des demandes de tarifs à la hausse. Donc si le sujet est d'avancer les négociations commerciales pour qu'elles se concluent par de l'inflation complémentaire plus vite pour les Français, c'est un point délicat. Donc ça, la mesure n'a véritablement de sens que si, au bout du compte, le résultat de nos discussions, de nos échanges, de nos travaux permettent effectivement d'avoir une amélioration pour les Français. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président Directeur Général. Je vous propose de passer à Monsieur Thierry Cotillard, président du groupement Les Mousquetaires. C'est à vous. Réappuyez sur le micro. Très bien. C'est bon. Ouais, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, donc merci de nous permettre cet échange sur le pouvoir d'achat qui est au cœur des préoccupations des Français. Peut-être commencer à présenter le groupement des Mousquetaires très synthétiquement. On est 3000 chefs d'entreprise, on emploie 150 000 collaborateurs, c'est plus de 4000 magasins et on est connu en France avec nos 1850 intermarchés et 300 nettos situés au cœur des territoires. La particularité, c'est qu'on intègre des métiers connexes aux métiers de distributeurs, avec en particularité le fait de détenir 60 usines qui produisent les produits à nos marques Intermarché. Suite à l'inflation de l'Ukraine, on a été, je pense, à l'écoute des pouvoirs publics pour accompagner les hausses de prix subies par les agriculteurs et les industriels en acceptant de renégocier à la hausse en dehors du cadre législatif. Donc c'est une campagne 2022 à la hausse, c'est une campagne 2023 à la hausse et en cours de l'année 2022, vous le savez, ça a été des hausses additionnelles demandées par le gouvernement. L'inflation est arrivée aujourd'hui à 21%, un niveau difficilement supportable pour une grande partie des Français. Cette situation, on la vit en point de vente, elle est très difficile pour nos clients et on craint évidemment que si la contrainte continue sur le budget des ménages, cela entraîne de vraies difficultés et une montée évidemment du mécontentement. Aussi, dès le mois de janvier 2023, on a construit une offre de 500 produits à nos marques, la plupart fabriqués en France, dans nos usines, en baissant nos prix de vente de l'ordre de 7%, en prenant sur nos marges. Et maintenant, ces 500 produits, c'est ce qui est le plus consommé par nos consommateurs, puisque ça représente 25% de leur panier. Le dispositif, on l'a accompagné aussi de produits frais, de viande, de poisson, comme on a nos abattoirs, nos propres bateaux, et on l'a fait en rognant sur nos marges. Et comme l'a indiqué Dominique Schelcher, on a complété notre dispositif en ajoutant à ces 500 produits de marque Pop, 500 produits de marque nationale pour arriver à 1000 produits. Parallèlement, on a toujours été disponible pour échanger avec le gouvernement et on est prêt à anticiper les négociations 2024 si une loi le propose. Sauf que pour accélérer la négociation, il faut être deux. Et concernant les 75 plus grands fournisseurs, un seul, au moment où je vous parle, nous a adressé ses tarifs 2024 et l'augmentation proposée, c'est 10%. Alors que pour réaliser une négociation dans de bonnes conditions, pour les deux parties, le délai de 90 jours, ce ne sera pas de trop. Donc autant dire que si le 15 janvier était retenu comme date de fin de négociation, il nous faut absolument avoir des industriels, les tarifs à une date autour du 15 octobre. Second point, si tout le monde était d'accord pour accélérer, ce serait bien évidemment pour aboutir à des baisses de prix pour le consommateur. Or, les échanges que nous avons aujourd'hui avec certaines multinationales nous font penser que les tarifs seront à la hausse dans une proportion, pour commencer la négo, entre 5 et 15%. Alors, qui croire ? Les industriels ou les distributeurs ? Il n'y a bien sûr pas de bons, pas de méchants, mais il y a des réalités économiques qui sont intéressantes à analyser. J'en veux pour preuve, nous on est implantés dans quelques territoires en Europe, au Portugal. Première question que je leur ai posée il y a 15 jours, c'est de leur dire vous en êtes où sur l'inflation ? Ils ont commencé comme nous avec un 15 points en début d'année, mais comme tout au long de l'année la renégociation est possible, ils ont réussi à gommer 4-5 points et faire baisser l'inflation sur les tarifs des consommateurs. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que si on fait l'addition des hausses et des baisses des cours de matières premières agricoles, les fameuses MPA, alors on a des hausses, le porc, vous le savez, tout ça, mais on a aussi des baisses. On a estimé que la moyenne de tout ça, ça pouvait donner 1 à 2% de baisse sur le périmètre des grands groupes. Mais le vrai sujet, je pense que ce n'est pas tellement le sujet des matières premières agricoles, c'est surtout la fameuse MPI, la matière première industrielle. On y met le gaz, l'électricité, le carton, le papier. Et on voit bien aujourd'hui que les prévisions de hausse que nous-mêmes on avait sur notre pôle industriel, c'est bien en dessous, au-dessus de la réalité. L'électricité, pour vous donner un exemple, tout le monde avait spéculé que ça allait faire 150%. La réalité, c'est 80%. C'est la même chose pour le gaz, le carton, le papier. Ce que vous devez retenir, finalement, c'est que sur les plus 9% que nous avons concédé à nos industriels au 1er mars, la moitié est liée au potentiel de surcoût des MPI, c'est-à-dire 4 à 5%.
Et la réalité, c'est qu'on aurait dû certainement concéder simplement 2 à 3% au vu de l'évolution réelle que nous connaissons actuellement. Donc on parle de baisse logique à répercuter aux Français de l'ordre de 2 à 3%, en particulier sur les produits d'hygiène beauté pour lesquels il n'y a évidemment pas de MPA. Et donc, en conclusion, si on additionne les MPA, les MPI, les hausses et les baisses, alors on serait en mesure probablement de demander aux grands groupes de baisser de l'ordre de 2 à 5% sur certains marchés. Pour obtenir ces baisses qui nous paraissent légitimes, nous aurons besoin de vous. Certaines multinationales vont de nouveau imposer des hausses et contester la réalité des indicateurs qui sont pourtant de notoriété publique. Selon certaines d'entre elles, les Français n'achètent pas assez cher leurs produits. Je m'inscris en faux. Il y a des études, Eurostat le publie. L'indice de prix des produits proposés à la consommation en France, c'est 115 par rapport à d'autres produits. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous propose de passer à Monsieur Philippe Michaud, coprésident de l'enseigne Leclerc. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, merci de nous accueillir. Je vais vous faire gagner du temps parce que beaucoup de mes collègues ont dit déjà la grande majorité des choses. Je vais essayer de rajouter quelques points de précision sur ce qui vient d'être dit et que l'on partage bien évidemment. Nous venons de connaître depuis ces dernières années une salve de législations toutes inflationnistes les unes des autres. Donc, elles n'ont pas à elles-mêmes et elles toutes seules participé au niveau d'inflation que l'on a aujourd'hui, bien évidemment, mais elles y ont participé. Ce que je veux dire par là, c'est que là, on est en train de reparler d'une énième loi à venir, alors que l'on n'a jamais encore réussi à laisser le temps nous montrer les effets des lois précédentes. Elles se sont accumulées et on ne sait même pas ce qu'il y a. Aujourd'hui, on parle de loi et on a... je ne vais pas répondre directement à ça. Nous avons des lois et nous avons par exemple des clauses de révision de prix. Des clauses de révision de prix qui devraient aujourd'hui donner pleine liberté au prix de baisser, parce que les matières premières industrielles et les matières premières agricoles baissent. Aujourd'hui, nous avons face à nous des industriels qui refusent d'appliquer ces révisions, ces clauses de révision de prix à la baisse, alors que bien évidemment, ils en étaient tout à fait favorables à la hausse. Donc, on veut juste attirer l'attention qu'il faudrait tout d'abord regarder jusqu'où ces lois peuvent apporter leurs effets escomptés avant, peut-être, d'en remettre d'autres. Bien évidemment, je partage ce qui a été dit sur les seuls CGV, ou plus exactement la seule CGV que l'on ait reçue à date pour les négociations 2024 avec une hausse de 10%. Et je rajouterai aujourd'hui que par rapport aux tarifs que l'on peut discuter, négocier tout au long de l'année en fonction des différences, et je pense surtout aux marques distributeurs, lorsque l'on fait et lorsque l'on reçoit ces hausses et ces baisses, parce qu'il y en a, il ne faut pas non plus se leurrer, il y a quand même aussi des baisses liées aux baisses de matières premières, mais quand on fait l'amalgame de tout et qu'on pondère des volumes, les hausses et les baisses demandées, nous avons à peu près une inflation qui tourne autour de 3 et 5%. Et je pense qu'aujourd'hui, on pourrait dire, sans vraiment faire de pronostics légers, qu'on peut s'attendre en 2024 à une inflation qui tournera autour de 3 ou 4%. Et on craint aussi que d'ailleurs ça puisse arranger quand même pas mal de monde d'avoir une inflation latente et qui dure comme ça quelques années de cet ordre-là. Voilà, c'est à peu près la seule chose que j'ai à rajouter sur les propos tout à fait efficaces de mes collègues. Merci beaucoup, Monsieur le coprésident. Je me permets de rebondir parce que vous avez dit qu'il faudrait regarder l'effet des lois avant d'en voter des nouvelles. Je regrette que Michel-Édouard Leclerc ne soit pas présent avec nous ce matin pour pouvoir en débattre, parce que j'avais quand même le sentiment à l'écouter sur beaucoup de matinales radio que c'était lui qui demandait un certain nombre de changements législatifs. Mais peut-être que j'ai mal compris ce que vous avez dit et les collègues pourront vous interroger plus en détail sur le sujet. Mais en tout cas, je regrette
de ne pas pouvoir avoir cet échange très direct Il s'en excuse. suite au matinal que j'ai pu entendre et que nous avons pu tous entendre. Je vous propose de passer, sans plus attendre, aux orateurs de groupe. Nous allons commencer avec M. Frédéric Descrozaille pour le groupe Renaissance. Donc, je vous le rappelle, c'est une durée maximale de 4 minutes par orateur de groupe, inclus la réponse des personnes qui sont invitées. Et donc, je vous incite à faire court, à bien cibler la personne que vous interrogez et vous organisez votre temps de 4 minutes comme vous le souhaitez. Merci. Monsieur Descrozaille, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, de prendre le temps de cet échange ce matin. Pour faire vite, je vais rappeler 2-3 principes avec lesquels, si vous n'êtes pas d'accord, dites simplement « non, je conteste », et ensuite vous posez une question. Ma question porte sur le droit applicable. Est-ce que vous êtes bien d'accord avec le fait qu'un justiciable, quel qu'il soit, ne peut pas ne pas appliquer une loi au motif qu'il en conteste le fondement ? Si vous le contestez... Je vois, ils disent oui, Monsieur Bien. Descrozaille. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que vous êtes des représentants de personnes morales qui doivent obéir au même principe? Si vous contestez une loi qui est adoptée, que vous en contestez même le fondement juridique, vous devez l'appliquer dans l'attente d'une éventuelle issue par des autorités saisies. Je les vois dire oui, Monsieur Descrozaille. Sur cette base, qu'attendez-vous du développement des sociétés basées à l'étranger, sociétés d'achat, je pense à Eurelec, Eureka et Everest, et est-ce que vous démentez les témoignages qui nous parviennent, selon lesquels les industriels qui sont convoqués à Madrid, à Bruxelles ou à Amsterdam, sont reçus par des gens qui leur disent « ici, le droit français ne s'applique pas ». Quelqu'un souhaite-t-il répondre? Ne vous battez pas. Non, on va pas se battre. Allez-y. On a, sur la partie Eurelec, c'est une centrale de co-achat avec nos amis de Révé, groupe de distribution allemand, avec lequel nous négocions en commun sur des prix de marchandises au niveau européen. Ce n'est pas une question de détournement de loi ou quoi que ce soit. Ce sont des pratiques qui sont faites dans d'autres métiers. Ça impressionne personne chez Airbus, ça impressionne personne dans la téléphonie, ça impressionne partout, mais ça devrait impressionner dans la distribution. Donc, effectivement, je ne vais pas commenter des commentaires qui sont faits par des industriels qui iraient à Bruxelles, à Madrid ou ailleurs, mais nous, aujourd'hui, on s'est mis d'accord avec Révé depuis des années et on achète en commun. Non pas pour détourner une loi quelconque, mais pour avoir le poids suffisant face à des industriels dont je vous rappelle la taille et qui sont largement plus importants que nous dans un pays comme la France. J'écoutais l'autre jour, je lisais un article du président France d'Unilever. La France, c'est 8e pays Unilever au monde. On est un des moins rentables. D'ailleurs, il y a tout un... Je vous invite à le lire, c'est très intéressant. Il a dit lui aussi à peu près ce qu'on vient de dire, en creux. Donc voilà, je ne vois pas pourquoi... Monsieur Descrozaille, vous avez encore 1 minute. Souhaitez-vous poser des questions additionnelles ou... Je souhaiterais que Dominique Schelcher et Alexandre Bompard répondent à la même question. Monsieur Schelcher. Absolument. Donc, nous concernant, il s'agit de la structure Everest, qui est une organisation d'achat effectivement européenne, où nous achetons en commun avec notre partenaire européen qui s'appelle EDEKA, qui est le leader en Allemagne. Pourquoi nous faisons cela? Parce que nous voyons bien qu'avec un certain nombre de très grands industriels, puisque ça ne concerne que les très grands industriels, nous sommes en difficulté de discussion. Je précise que l'adhésion à notre dispositif est totalement volontaire, c'est-à-dire que l'industriel qui ne veut pas venir, et certains nous le disent, ne vient pas. On le propose à 44 grands industriels, essentiellement multinationaux, et donc c'est une adhésion volontaire. Et donc ceux qui ne voudront pas aller dedans n'iront pas. Il n'y a absolument pas pour nous de volonté aucune de détourner la fiscalité. Merci, monsieur Schelcher. Voilà. Donc, merci beaucoup. On arrive au terme des 4 minutes. Je vous propose, éventuellement, si on n'a pas totalement répondu, vous répondrez à la toute fin. Vous pourrez relancer tout à l'heure avec les questions individuelles. Je vous propose de passer à présent à Grégoire de Fournas pour le groupe Rassemblement National. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais dire que la question qui a été posée
précédemment. Nous ne sommes pour notre part pas du tout satisfaits des réponses. Mais je crois que la loi des Crozat avait résolu le problème, mais visiblement ça n'a pas été le cas pour ces centrales d'achat à l'étranger qui détournent la loi française. Merci Monsieur donc, le Président pour cette prise de parole. Je voudrais donc, comme il se doit, remercier les intervenants de cette table ronde de leur présence et de leur contribution au débat public, tout particulièrement sur le sujet de l'inflation, qui est un drame pour bon nombre de familles françaises frappées de plein fouet par la hausse des prix. En effet, une étude récente a démontré que près d'un Français sur deux se résignait à sauter des repas tant la vie était devenue chère. Face à cette situation, les Français sont spectateurs d'un gouvernement impuissant qui a promis pendant des mois un chèque alimentaire qui n'est jamais venu ou assisté aux vaines admonestations de Bruno Le Maire resté sans résultat. Pas plus tard que hier soir, nous avons vu cette idée particulièrement contestable de la vente à perte des carburants rejetée par la grande distribution, ce qui n'a pas manqué de nous sidérer, tant nous paraît surréaliste que la Première ministre ait pu formuler cette idée sans visiblement demander leur avis aux principaux intéressés. Dans cette période difficile, certains d'entre vous, patrons de la grande distribution, ont cru bon d'endosser le costume de chevalier blanc du pouvoir d'achat avec ce talent si particulier de réussir à faire croire que les coupables se trouvaient partout, sauf parmi vous. Nous ne contestons évidemment pas que les industriels de l'agroalimentaire portent aussi une part de responsabilité, et mon collègue Nicolas Maisonnet aura l'occasion d'interpeller ses représentants tout à l'heure. Mais nous nous interrogeons tout de même sérieusement sur le rôle de la grande distribution et sur ses marges. Il ne s'agit évidemment pas de mettre tout le monde à la même enseigne. Si certains d'entre vous, très rares, jouent le jeu, il est cependant extrêmement difficile de croire à certains discours tenus par l'un ou l'autre d'entre vous pour s'exonérer de vos responsabilités. La grande distribution porte une responsabilité dans cette inflation. Il est en effet prouvé que depuis la loi Egalim 1 et la mise en place de cette mesure contestable du SRP plus 10, vous avez augmenté vos marges de 600 millions d'euros par an selon un rapport sénatorial. Ces 600 millions d'euros ont été pris dans la poche des Français et sont venus alourdir le coût de leur vie. Je n'ai donc qu'une seule question. À Leclerc ou Carrefour, par exemple, au lieu de rejeter la faute sur les autres et de vous exonérer de votre part de responsabilité, comptez-vous assumer le rôle que vous jouez aussi dans cette inflation et rendre aux Français ces 600 millions d'euros ? Merci. Donc, M. Bompard ou M. Michaud, qui souhaite commencer ? M. Bompard, c'est à vous. Monsieur le député, merci. Moi, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que je suis le seul qui est coté. Comme je suis coté, je publie des données qui sont auditables, certifiées et que vous pouvez regarder. Vous essayerez de trouver les 600 millions de marge supplémentaires. Malheureusement, ils n'y sont pas. Je voudrais juste vous rappeler une ou deux réalités, parce que les chiffres sont quand même importants. Dans un secteur d'activité comme le nôtre, une entreprise comme Carrefour, ça c'est une donnée publiée, fait en France exactement 2,1% de marge. 2,1% de marge. Mais malheureusement non, ça ne peut pas être faux, parce que ça c'est une donnée publiée, elle est présente partout, vous la retrouverez partout. Évidemment, c'est un rapport de 1 à 5 avec les industriels. Là n'est pas d'envoyer la responsabilité aux industriels, mais la distribution, c'est un secteur de petites marges. Mes camarades ne publient pas, mais je suis certain qu'ils sont dans des ordres à peu près équivalents. Nous ne voulons pas endosser ni le rôle d'une ONG, ni celui de chevalier blanc. En revanche, notre rôle, parce que c'est notre vocation, cher monsieur, parce que nous accueillons tous les jours des millions de clients, c'est de les accompagner dans cette crise. On ne le fait pas parce que nous sommes une ONG, on le fait parce que le rôle de la distribution, nous sommes concurrents, vous savez, tout au long de la journée. Là, aujourd'hui, nous sommes face à vous comme la grande distribution, mais nous sommes concurrents toute la journée. Qu'est-ce que ça veut dire être concurrent ? Attirer des clients, développer des parts de marché, se développer soi-même, investir, transformer. On le fait en étant tous les jours aux côtés de nos clients. Et depuis 2 ans, la grande distribution porte une responsabilité sur certains sujets, bien sûr, comme tous les secteurs d'activité. Nous ne sommes pas exempts de critiques. En revanche, depuis 2 ans, c'est très difficile de ne pas reconnaître que la grande distribution, parfois à l'initiative du gouvernement d'ailleurs, a été présent dans beaucoup de dispositifs, des paniers, des opérations à prix coûtant ou en développant des marques propres. C'est ça notre métier. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Directeur Général. Je vous propose de passer à présent à Madame Mathilde Igné pour le groupe La France Insoumise. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Oui, messieurs, Monsieur le Président, juste peut-être qu'à l'avenir, on devrait respecter la parité pour les auditions prochaines. Je ferme la parenthèse. Attendez, juste histoire de... Je vous remets à zéro le compteur, Madame Igné, vous inquiétez pas. Juste préciser que je ne maîtrise pas les COMEX des personnes que nous recevons. J'ai pris un critère, comme je disais tout à l'heure, qui est très objectif, qui est la part de marché. Et j'ai pris les 4 plus gros acteurs en fonction de leur part de marché. Et voilà, ce n'est pas moi qui nomme la direction et les présidents de ces différents groupes. Voilà.
Madame Migné, je repars à zéro. Sur le fond, peut-être, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Donc oui, depuis 2 ans, l'inflation alimentaire touche les Françaises et les Français, qui sont déjà fragilisés et paupérisés par des décennies d'austérité. Les 37 produits du quotidien du panier de courses coûtent 20 € de plus au mois d'août 2023 qu'un an auparavant. Conséquence, les Françaises et les Français sont de plus en plus à se priver de nourriture. Et on a une personne sur 6 qui dit être contrainte de se priver de nourriture. On a les cris d'alerte des associations qui se multiplient, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, 8 millions de Français de personnes qui sont contraintes de recourir aux associations d'aide alimentaire. Alors je trouve que dans la 7e puissance mondiale, eh bien, on ne peut pas accepter cette situation. Et visiblement, continuer à demander, à supplier les entreprises de faire un effort sans aucune obligation d'agir, ben, ça ne marche pas. Donc c'est vrai que depuis tout à l'heure, vous mettez en cause les industriels, mais vous n'êtes pas sans reste, parce que les groupes de distribution que vous représentez ont multiplié des déclarations affirmant que la grande distribution avait tout fait pour réduire l'inflation. Et pourtant, si vos marges n'ont pas explosé comme celles des industriels que nous allons interroger tout à l'heure, elles n'ont pas baissé pour autant. Pire encore, on constate que vos marges ont surtout augmenté sur les produits où les industriels n'ont pas considérablement augmenté les leurs. Si on prend par exemple les pâtes, une augmentation de 6,6% de marge pour l'industrie et 57% pour la grande distribution. Donc sans compter que les consommateurs se sont reportés massivement sur les marques distributeurs où vos marges sont les plus importantes. En gros, si les gens ils se serrent la ceinture, c'est en grande partie pour augmenter vos profits. Par exemple, Monsieur Bompard, Carrefour affiche une augmentation de 8,3% de revenus dans l'alimentaire au premier trimestre de cette année. Vous avez versé 2,1 milliards de dividendes à vos actionnaires et pourtant vous comptez supprimer 900 emplois en France. Donc comment justifiez-vous cette décision? Et que comptez-vous mettre en place pour permettre à nos concitoyens et concitoyennes de vraiment retrouver des prix abordables? On a Monsieur le ministre Bruno Le Maire qui entend réouvrir les négociations commerciales, mais cela ne vous oblige en rien. Encore une fois, le gouvernement va demander, sans contraindre, vous ou les industriels, à stopper les profits sur le dos des consommateurs. Donc peut-on vraiment attendre de vous un engagement à réduire vos marges et enfin participer à l'effort de solidarité? Je vous remercie. Je vous remercie. Qui souhaite répondre? Il reste 1 minute 30. Je crois que Monsieur c'est pour Bompard, moi. allez-y. Merci beaucoup. Merci madame. Vous avez évoqué le chiffre d'affaires, qui, comme vous le savez, n'est pas la rentabilité. Le chiffre d'affaires, il est évidemment renforcé par l'inflation. Quand vous avez de l'inflation, vous avez un chiffre d'affaires qui croît et vous avez des coûts qui croissent aussi, ce qui fait que la marge opérationnelle est constante. Après, comment elle se répartit, la valeur ajoutée? Une très grande partie, chez nous, 60%, vient rémunérer les salariés à travers les dispositifs de rémunération quotidienne, les primes, les intéressements et les primes exceptionnelles. 20% vient pour investir, 15% pour payer des impôts, 10% pour les dividendes et le rachat des actions, qui sont la façon de rémunérer les actionnaires et les investisseurs qui nous accompagnent dans le développement de l'entreprise. Une entreprise, ça a besoin d'actionnaires, ça a besoin d'investisseurs, ça a besoin de gens qui croient en l'entreprise, et ça représente 10% de la valeur ajoutée du groupe, sert à ça. Et 90%, rémunération des salariés, investissement, impôts. Madame Migné, comme il reste 30 secondes, avez-vous quelque chose de plus à dire? Non? Eh bien, je vous propose à ce moment-là de passer à notre prochain orateur de groupe. Il s'agit de Monsieur Julien Dive pour le groupe Les Républicains. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour vos propos. Votre rôle est de défendre, bien sûr, vos activités, vos entreprises, les indépendants que vous représentez lorsque c'est le cas, les salariés, les actionnaires lorsqu'il y en a. Notre rôle est de défendre, de protéger les concitoyens, les consommateurs, les agriculteurs, les industriels, les entreprises indépendants, commerçants qui sont dans nos territoires et qui ont des emplois, et donc les emplois. C'est aussi la raison qui explique pourquoi, depuis 2017, le législateur, avec des différences d'avis, de vision et autres, peu importe, a légiféré autant. 2017, les États généraux de l'alimentation, on se rappelle de ces grandes messes qui permettaient justement, pour la première fois, de mettre autour de la table les 3 acteurs concernés, aussi bien transformateurs, producteurs que distributeurs, les différentes lois qui interviennent, jusque récemment la loi des groseilles, et on voit bien qu'on se retrouve à chaque fois au milieu du gué avec des solutions qui ne satisfassent pas ni consommateurs, ni industriels, ni producteurs, ni distributeurs. Moi, je vous pose une question simple, puisque là, nous avons une loi d'exception qui va être une parenthèse. Je crois qu'il faut une loi de réaction et éviter de toujours refaire la législation.
Pensez-vous, je mets un pavé dans la mare, hein, mais c'est pour ouvrir le débat aussi, pensez-vous, et je prends la balle au bond du propos de M. Cotillard, qu'il faille purement et simplement supprimer une date butoir? Est-ce que cette question de la date butoir doit être mise en cause, tout en gardant, et je le précise, des garde-fous qui protègent la matière première agricole de nos exploitants et qui permettent de protéger les petites PME? C'est un vrai débat que nous devons avoir, c'est un changement de paradigme. C'est une vraie question qu'on doit se poser. J'aimerais avoir votre réaction sur le SRP+10, parce que personnellement, moi, j'y suis attaché au titre du ruissellement qu'il y a dans les fermes de France, mais c'est vrai que ça peut poser question sur certains produits alimentaires. Et là aussi, j'aimerais que vous puissiez vous-même vous exprimer sur la question. Et enfin, la dernière question que j'ai, elle s'adresse à M. Michaud. Moi, je ne regrette pas que M. Leclerc ne soit pas là. Vous êtes coprésident du groupe Leclerc, comme M. Michel-Édouard Leclerc. Donc, vous êtes solidaire, co-responsable des prises de parole. Et j'aimerais que vous puissiez répéter les propos qu'il a tenus chez Mme Mabrouk devant la représentation nationale, et je vais le citer. Il n'y a pas unanimité au gouvernement, il n'y a pas unanimité chez les parlementaires, il n'y a pas unanimité au sein des parlementaires du groupe majoritaire. Il y a des gens qui sont pour l'inflation, il y a des gens qui ont des intérêts financiers, qui possèdent des actions d'entreprise et qui ont besoin de cette inflation, qui veulent cette inflation. Pouvez-vous réitérer ces propos, Monsieur Michaud, et pouvez-vous nous donner, à nous, députés, puisque nous avons besoin de ces éléments, puisque s'il y a des gens qui ont besoin de cette inflation, pouvez-vous nous dire et nous donner les arguments qui expliquent ces allégations? Je vous remercie. Monsieur Michaud. Bien évidemment, je vais réitérer la parole de Michel et que je partage complètement sur le sujet. On a aujourd'hui une petite musique depuis quelques mois ou quelques petites années, que l'inflation n'est pas obligatoirement l'ennemi de tout le monde. Il ne faut pas se voiler la face. Le monde financier, les banques, les taxes que ça génère, compenser certainement si elle est maîtrisée. Parce qu'on ne parle pas du problème de l'inflation elle-même, mais de la maîtrise de l'inflation. Là, aujourd'hui, ce qui pose un problème, c'est que l'inflation n'a pas du tout été maîtrisée. Elle n'était certainement pas maîtrisable. Je jette la pierre à personne. Elle a peut-être été aussi liée à une récupération de déflation des années précédentes. Je ne sais pas. Je ne suis pas dans la tête de ceux qui sont à la manœuvre dans ces choses-là. Mais une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas dire aujourd'hui le contraire, et je le pense réellement, que 2 à 3% d'inflation n'est pas obligatoirement une tâche dans le tableau pour beaucoup d'acteurs. Et merci. Je mettrai... C'est tout. Merci. Il y avait 2 autres questions passionnantes, Monsieur Dive, mais comme on est arrivé au bout des 4 minutes, je vous propose de répondre globalement à la fin des questions individuelles. Je vous propose de passer tout de suite à Monsieur Richard Ramos pour le groupe démocrate. C'est à vous. Oui, messieurs, moi, je suis très content parce que vous êtes tous d'accord. C'est-à-dire que vous tirez la bourre sur le dos des prix bas, mais quand vous êtes tous ensemble, vous êtes tous d'accord. Donc ça, c'est vachement bien. Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est quand certains industriels grugent le consommateur, notamment par la screenflation, on cache l'emballage, pourquoi vous ne mettez pas d'accord, là, pour le coup, pour les sortir de tous vos rayons? Donc comme on voit que vous êtes toujours d'accord face à nous, tous ensemble, eh bien là, vous vous mettez d'accord et vous les sortez. Donc au moins, ça servirait à ça. Ensuite, je reprends ce que disait M. Descrozaille sur la loi Descrozaille. Moi, j'ai bagarré contre les pénalités logistiques. Moi, je voudrais que chacun d'entre vous, individuellement, me dise non, nous ne facturons plus des pénalités logistiques qui ne sont pas justifiées. Et je vous présenterai à certains d'entre vous les factures. Et je veux que vous me disiez devant la représentation nationale, oui, nous respectons la loi, nous ne facturons pas des pénalités logistiques qui n'existent pas. Voilà, c'est ça qui est très important. Et puis, encore une fois, vous parliez d'Airbus, monsieur, chez Leclerc, en étant l'Europe. Mais 97-18% de votre chiffre d'affaires, il est fait en France. Donc, qu'avez-vous besoin d'aller créer des filiales à l'étranger? Je regrette que Carrefour ait pris cette envie d'aller apprendre l'espagnol. Je dirais, on a aujourd'hui, c'est pas que les multinationales, on a des PME, des ETI qui sont dans ces affaires-là. Et donc là aussi, c'est très important. Et puis arrêtez, de parler des industriels. Il y a les multinationales, mais la France est couverte de PME et de TI. Et donc ceux-là, arrêtez de les mettre dans le même sac que les autres. Parce que ceux-là, à force de vouloir ce que vous faites, Michel-Édouard Leclerc, vous avez gagné avec vos Leclerc 1,5% de part de marché sur l'inflation. Pourquoi? Parce que vous avez tapé du prix. Taper du prix, c'est quoi? C'était hier avoir des industriels qui trichent sur les emballages. C'est demain
des recettes qui vont changer. On va être très attentifs et on aura besoin de vous également pour nous dire qu'il y a des gens qui trichent parce qu'ils mettent plus de gras, plus de sucre, plus de sel pour être moins cher. Alors, je vous le dis, on va vous surveiller sur la loi d'escrozaille parce que j'ai vu des choses qui sont malhonnêtes. Est-ce que vous pouvez nous dire devant la représentation nationale, chacun d'entre vous, que sur les pénalités logistiques, vous respecterez la loi ? Alors, sur cette question, qui souhaite répondre ? Monsieur Bompard ? Monsieur Schelcher ? Monsieur Schelcher. Sur la question des pénalités logistiques, c'est vraiment un point que j'ai vérifié encore avant de venir. Écoutez, moi je vous dis qu'on fait tout pour respecter la loi et on la respecte. Et ce sont des montants qui ont fortement diminué ces dernières années parce que la loi a évolué. Pour moi, c'est aller dans le bon sens. Et il faut la respecter. Il faut la respecter. Après, vous avez dit, monsieur le député, quelque chose d'extrêmement important et que je n'ai pas eu l'occasion de dire jusqu'à présent. Oui, vous avez raison, il faut distinguer absolument les très grands industriels. Et pour nous, ils sont une poignée, je citais un chiffre de 44 tout à l'heure, et l'immense majorité des autres producteurs qui sont des PME et des ETI, où on essaie de traiter les choses avec beaucoup de discernement. En tout cas, c'est ce qu'on s'évertue de faire. Et donc, il ne faudrait pas que la discussion de ce matin, absolument, se résume par un sujet de grands industriels. Pensons aux PME, nous sommes les premiers à le dire chez Système U. Monsieur Bompard, vous aviez levé la main ? Non, mais même chose, peut-être juste, ça permet de faire un lien avec la question de monsieur le député d'Escrozaille. Nous sommes européens, on est premier acteur en Europe, et je n'achète avec personne d'autre. Carrefour achète avec Carrefour, ce qui n'est pas très exceptionnel. On a donc juste un bureau d'achat. 4 grandes multinationales aujourd'hui sont concernées par ce bureau d'achat. Aucune PME, aucune PMI n'y viendra jamais. Ce qu'on achète en France, on continuera à l'acheter en France. Ça a vocation à acheter à partir de Madrid, Carrefour achetant avec Carrefour, pour une vingtaine ou une trentaine peut-être de grandes multinationales internationales qui sont elles aussi européennes. Pour les pénalités logistiques, nous respectons aussi la loi. Je vous remercie. Nous sommes arrivés au terme des 4 minutes. Je vous propose de passer à monsieur Dominique Potier pour le groupe socialiste. C'est à vous. Merci Monsieur le Président. Je voulais, en amont de cette table ronde, des 2 tables rondes, dénoncer clairement le parti pris de l'absence béante des représentants de la production, alors qu'on parle de la construction des prix et de la lutte contre l'inflation. Nous sommes à l'issue d'un cycle qui a commencé avec Sapin 2, Egalim 1, Egalim 2, Egalim 3, et la loi qui se prépare pour être le détricotage des efforts patients, insatisfaisants, mais méritoires, pour essayer de construire des prix justes tout au long des chaînes de production. Alors moi, je vais vous demander un exercice d'honnêteté, puisque c'est ce que vous devez à l'Assemblée nationale aujourd'hui. La première question porte sur la réalité des marges. 2,1 pour Carrefour, entreprise cotée. Tout le monde sait qu'il y a consolidation avec des filiales, qu'il y a de l'optimisation fiscale, notamment par le vecteur de l'immobilier. Est-ce que nous pouvons enfin nous dire la vérité en matière de marge, en consolidant l'ensemble des sociétés, y compris les prestations annexes, connexes, qui constituent les marges réelles de la grande distribution? Nous avons ce devoir d'honnêteté, je crois, entre nous. Depuis 2 ans, quels sont les efforts réels que vous avez faits en matière de réduction des écarts de salaire qui sont particulièrement indécents dans votre secteur et de la rémunération du capital afin de contribuer à l'effort du pouvoir d'achat, du pouvoir de vivre de nos concitoyens? Enfin, en matière de la loi d'escrozaille, la volonté d'une souveraineté nationale dans la définition des règles du jeu visait à condamner toutes les plateformes situées à l'étranger qui ne respectaient pas la loi française. Comment, pourquoi et comment entendez-vous respecter cette loi, contrairement aux allégations qui ont été faites sur les plateformes d'achat internationales que vous avez établies à l'étranger aujourd'hui? Respectez-vous la loi, oui ou non, en la matière? Je vous remercie. Je vais essayer de répondre. Sur la réalité des marges, nous, on a fait le choix depuis 3 ans d'investir dans le commerce. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une guerre commerciale entre nous. Et nous, on fait le pari de se dire, si on propose des prix attractifs aux consommateurs, ils viendront chez nous. Donc la réalité chez Intermarché, les chiffres ont été envoyés à Bercy, c'est une baisse de marge de 0,3 points. Mais la réalité, c'est que la masse de marge en valeur est effectivement plus importante puisque nous recrutons des nouveaux consommateurs et les gens viennent chez nous. Sur la question des salaires, je ne peux pas m'exprimer sur la réalité de ce qui se passe en point de vente. Par contre, je peux le faire pour les 25 000 salariés qui sont ou en logistique
ou dans nos outils de production, puisqu'on a nos propres usines. La réalité, c'est des négos entre 5 à 6% 2 années de suite. Donc on avait la volonté, vous pourrez le vérifier, d'accompagner l'inflation, et donc on est à plus de 10% sur nos outils industriels et sur nos bases logistiques. Quant à la question sur la centrale d'achat, je suis l'exception, puisque Intermarché n'a pas aujourd'hui de centrale d'achat, ni de buying office, donc on est bien sur un territoire français et dans le droit français. Merci, Monsieur Potier. Il vous reste 1 minute. Ou quelqu'un d'autre souhaitait Sur l'arrêté des marges, bien Monsieur évidemment, Michaud, je ne peux que confirmer ce chiffre, en ce qui nous concerne en tout cas, parce que c'est la moyenne des chiffres des magasins France. Alors, ça reste une moyenne, donc bien évidemment, vous devez avoir des écarts types, mais qui ne sont pas si importants que ça. Mais en tout cas, la moyenne, c'est celle-ci, celle-là, je vous la confirme. Sur les écarts de salaire, je vais dire comme Thierry Cotillard, je ne vais pas pouvoir m'engager devant la représentation nationale en disant voilà, les salaires chez Leclerc, ça a été tant. Mais de ce que j'en entends, en tout cas, on a fait des hausses de salaire qui se situent entre 8 et 10% pour l'ensemble des salariés. Mais là aussi, vous pourrez trouver ici et là peut-être des écarts qui ne confirment pas ce que je suis en train de dire. Et puis, pour revenir sur la loi de Descrozaille, bien évidemment, on respectera les règles de l'article 1. Si je ne m'abuse et si mes souvenirs sont bons, vous me parlez de l'article 1 en fonction de ce que cet article pourra donner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous propose d'arriver au terme des 4 minutes. Je vous propose de passer à Monsieur Thierry Benoît pour le groupe Horizon. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Quelques centrales d'achat. On a là l'illustration parfaite de ce qu'est la concentration de la distribution dans notre pays, parce que vous êtes 4 grands de la distribution en France. Face à vous, 75 multinationales et 17 000 environ TPE et PME. Et ce qui pose problème finalement, est-ce que ce n'est pas la concentration, c'est-à-dire vous, les 4 grands de la distribution, et les 75 multinationales? Puisqu'en fait, avec les 17 000 TPE et PME, si j'ai bien compris, les choses se passent bien. Et nous avons tout intérêt, nous, à veiller à préserver ces 17 000 entreprises agroalimentaires, parce que c'est une des spécificités de la France. Ça regroupe 460 000 emplois, et en amont, il y a 400 000 producteurs. Première question, la concentration de la distribution. Est-ce que ce n'est pas tout simplement la structuration du marché qu'il faut revoir, c'est-à-dire inverser la logique des politiques publiques telles qu'elles sont faites depuis 50 ans, qui donnent la part belle à la grande distribution, avec toutes les lois qui ont été votées globalement, quelles que soient les lois, Galland, Sapin, Royer, LME, Egalim 1, 2, et j'en passe. Et vous arrivez finalement à vous adapter. Deuxième question, comment se fait-il que pour un agriculteur, on est capable de lui garantir un contrat de rachat de l'énergie, s'il produit de l'énergie à partir de panneaux photovoltaïques ou de méthanisation, on sait lui garantir un contrat sur quelques années. Alors que sur les denrées alimentaires et les produits agricoles qu'il produit, on n'est pas fichu capable de lui garantir un contrat sur 2-3 ans. Troisième point, les négociations commerciales. J'ai présidé une commission d'enquête sur les négociations commerciales. Pourquoi ne pas arrêter de délocaliser les négociations commerciales à l'extérieur de la France lorsque ça concerne les marchés français? Quatrième point, la question du carburant. Grâce à Egalim, on est allé sur une logique de construction des prix marche en avant qui tient compte des coûts de production, et nous sommes arrivés à l'apogée avec la loi de notre collègue Descrozaille qui finalement a sanctuarisé la non-négociabilité des matières premières agricoles. Est-ce qu'avec la vente à perte du carburant, telle qu'elle se profile pour les mois à venir, est-ce qu'on n'est pas en train de casser et d'inverser cette dynamique? Dernier point, vous êtes les papes de la communication. La grande distribution, c'est 3 milliards de publicité. C'est 20% de la publicité en France. Arrive derrière vous, 9%, c'est la part des banques. Donc vous avez la plus grande responsabilité vis-à-vis du consommateur, non pas pour qu'il consomme plus, mais pour qu'il achète mieux, et notamment l'éduquer à la qualité de l'alimentation et à une meilleure nutrition. Merci beaucoup. Alors en 1 minute, qui souhaite relever le challenge? Monsieur Schellcher, c'est à vous. Monsieur le député, premier point sur les contrats. Vous dites pourquoi vous ne signez pas des contrats de longue durée. Mais nous le faisons. Nous le faisons par exemple pour la production de notre marque U.
tous les produits frais à la marque U font l'objet de contrats, ce qu'on appelle tripartite. Vous avez autour de la table une coopérative, nous-mêmes, un transformateur. Au plus long, nous signons des contrats sur 5 ans. Donc nous savons le faire et nous trouvons très inspirant ce que nous arrivons à faire sur justement les marques distributeurs, et ça devrait rejaillir. Et donc la question de tout à l'heure qui était mais est-ce qu'il ne faut pas discuter toute l'année, c'est ce que nous faisons sur la marque distributeur et c'est ce que moi j'appelle de longue date à faire sur les autres industriels pour aussi mettre plus d'apaisement. Arrêter de délocaliser les négociations en dehors de la France. Encore une fois, quand un panier est vendu 100 en moyenne au niveau européen, il est vendu 115 en France, il est vendu 95 en Espagne. Le but de ces discussions-là, elles sont aussi pour apporter du pouvoir d'achat aux Français. Merci beaucoup, Monsieur Schleicher. Je vous propose de passer à Monsieur le Président André Chassaigne pour le groupe GDR. C'est à vous. Bonjour, première question. Lequel des 4 papes que vous êtes pensez-vous qu'il faudrait béatifier, voire canoniser en premier, pour son sens du sacrifice et les miracles de son action qui permet à la fois de satisfaire les consommateurs en souffrance, les revendications de leurs salariés et bien évidemment la gourmandise des actionnaires. Deuxième question. Avez-vous définitivement abandonné certaines pratiques que nous combattons depuis des décennies ? Bon, il y a bien sûr la réduction de la quantité des emballages pour masquer les augmentations, mais des pratiques, notamment dans les contacts directs avec vos fournisseurs locaux, marge arrière, ça n'existe plus. Transfert vers les fournisseurs de fausses animations qui sont des emplois déguisés, ça n'existe plus. Sanctions abusives de fournisseurs par des pénalités ou déréférencement de produits, sans doute que ça n'existe plus aussi. Et dernière question, je ne sais pas à qui je peux la poser, aux 4. Sur quel produit vous pensez compenser la vente à perte du carburant? Est-ce que c'est en vous fournissant ailleurs, à l'étranger par exemple? Alors, quel est le pape qui souhaite répondre en premier? Monsieur Bompard. Je n'ai pas malheureusement, je ne serai pas, je ne peux pas devenir pape cette année. En revanche, vous avez très bien posé la question, parce que vous avez dit quoi? C'est quoi notre métier? Vous l'avez parfaitement dit. Il y a plein de parties prenantes. Les consommateurs, pardonnez-nous, vous pouvez penser que nous ne sommes pas là pour les défendre. Nous sommes là pour les défendre parce que c'est notre métier. Notre métier, c'est de conquérir des clients. Moi, à la fin de la semaine, quel est le vecteur d'une bonne semaine? C'est quand j'ai des clients satisfaits, fidèles, qui reviennent et que je gagne des parts de marché sur mes petits camarades. C'est ça mon métier. Et je ne le fais pas si je le trompe, je ne le fais pas si j'augmente les prix. Je le fais quand je le fais bien, quand je tiens bien mes magasins, quand j'ai une bonne marque propre, quand les prix sont bas, quand les opérations commerciales sont bonnes. C'est mon métier. Je ne le fais pas parce que je veux être pape ou que vous me remerciez. C'est mon métier. Vous avez deuxième partie prenante, les salariés. Vous avez tout à fait raison. Nous sommes aussi là pour avoir des salariés qui sont heureux d'être chez nous, qui sont fidèles, qui bénéficient de l'ascenseur social. Troisième partie prenante, vous avez raison pour ce qui me concerne, c'est d'autres organisations pour les indépendants, les actionnaires et les investisseurs. J'en ai besoin aussi parce que j'ai besoin qu'ils investissent dans l'entreprise Carrefour pour me développer et rester un des premiers acteurs au monde. C'est toutes ces parties prenantes que je dois essayer de satisfaire. Ça ne fait pas de moi le pape, pas du tout. Je ne suis pas une ONG, pas du tout, mais c'est ma responsabilité. C'est de satisfaire l'ensemble de ces parties prenantes. Après, sur la vente à perte, monsieur le député, vous avez raison, le principe de la revente à perte, c'est un principe très important. C'est un principe très important du commerce depuis 1963. Comme vous le savez, nous n'avons pas le droit de revendre à perte. C'est un principe important. Il ne faut d'ailleurs pas trop ouvrir cette boîte de Pandore-là au risque de fragiliser à la fois l'équilibre des filières et de fragiliser l'équité territoriale entre les consommateurs. Donc, en ce qui nous concerne, nous, groupe Carrefour, puisque nous ne pouvons pas nous concerter, vous le savez, nous n'avons pas vocation et nous ne vendrons pas à perte, nous continuerons à faire des opérations à prix coûtant parce que nous ne pouvons pas vendre à perte, parce que si je me mets à vendre à perte de l'essence, je fragilise l'ensemble de l'équilibre que je viens de vous décrire. Donc nous continuerons à nous battre avec des opérations à prix coûtant, mais notre modèle ne nous permet pas de vendre à perte. Comme il reste 30 secondes, est-ce que le président Chassaigne souhaitait rajouter quelque chose?
Pour moi, ouais. oui. Sur les pratiques, là, ces fameuses pratiques qui ont disparu et qui, semble-t-il, sont mises en œuvre par des achats de proximité sur les territoires avec des fournisseurs qui sont à proximité des magasins. Comment ça se passe ? Alors, malheureusement, il ne nous reste pas de temps sur les 4 minutes, mais vous pourrez répondre tout à l'heure. Vous pourrez répondre tout à l'heure à la toute fin des questions individuelles. Merci, cher président Chassaigne. Je vous propose de passer à monsieur Paul Molac pour le groupe Yacht. C'est à vous. Oui, merci, monsieur le président. Donc, messieurs, j'ai entendu des choses sur la loi des Crozailles. Ce que je peux dire quand même, c'est que je reviens du SPACE à Rennes et ça a permis quand même, au niveau des agriculteurs, de donner un peu d'air. Parce qu'on a eu un moment donné où la concurrence et les prix agricoles faisaient que, de toute façon, on détruisait des fermes et finalement on détruisait l'outil de travail directement. Donc je crois que c'est important à souligner, même si tout n'est pas parfait, bien sûr, loin de là, mais ça a quand même donné un petit peu d'air, sans doute avec d'autres facteurs. Une question, s'il n'y a pas de date butoir, quand est-ce qu'on termine les négociations ? Puisque j'ai entendu qu'il ne fallait pas de date butoir. Donc c'est un peu compliqué, parce que si à un moment donné, vous ne dites pas, bon ben voilà, on acte des prix qui augmentent ou qui baissent, mais peu importe, mais s'il n'y a pas de date butoir, quand est-ce qu'on les acte ? C'est cette première chose. La deuxième, qu'est-ce que vous pensez des contrats tripartites ? Puisque vous parlez des grands industriels, alors on a quand même souligné qu'effectivement, on a quand même beaucoup de PME et de TI dans l'agroalimentaire qui font, et c'est pour ça qu'on a aussi un panel, un choix, qui est quand même très important. La gastronomie, c'est quelque chose. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces contrats tripartites ? Sur la loi, Merci, sur le projet de loi... Allez-y, monsieur Cottier. Oui, très bien. Sur le projet de loi de Crozaille, il y a plusieurs points. Le fait de pouvoir renégocier tout au long de l'année, on pense que c'est inévitable parce qu'on va au-devant d'une volatilité qui sera de plus en plus forte, notamment sur des matières premières agricoles qui vont souffrir des aléas climatiques. Et donc, le Français a bien compris que quand ça hausse, il comprend les hausses, mais il a surtout compris qu'il ne comprend pas, par contre, que quand ça baisse pas. Donc, évidemment, la demande qu'on a de pouvoir renégocier tout au long de l'année, comme nos confrères portugais et espagnols, nous semble tout à fait légitime. Avancer la négociation, puisque c'est dans le projet de loi, on vous dit oui, si on a la garantie que ce n'est pas pour passer des hausses, mais plutôt, évidemment, passer des baisses. Et je vais ouvrir une parenthèse, puisqu'on a pu échanger avec le député de Crozaille. Le vrai sujet qu'on a, et sur lequel on voudrait que vous puissiez réfléchir à la question, c'est le sujet des 34% concernant les promotions du DPH. Nous, au niveau de l'enseigne Intermarché, c'est pas loin de 70 millions d'euros de pouvoir d'achat qu'on redonne grâce à ces promotions. La moyenne des promotions sur le DPH, c'est 50%. Donc les limiter à 34%, on trouve que ça n'est pas dans le sens logique des choses à un moment où il y a une pression sur le pouvoir d'achat. Et donc, dans l'ensemble de la loi de Crozaille, on est vraiment favorable à la recondition des Galim, parce que comme vous le dites, alors moi je ne suis pas allé au SPACE, mais je suis allé au Salon de l'agriculture, et ça se détend. C'est-à-dire quand vous voyez Thierry Roquefeuille, il vous dit quand même le lait, on en vit mieux, etc. Et on a cette responsabilité collective de ne pas toucher à ça. Donc merci aux députés de proposer ça, mais réellement, sur le DPH, il y a une incompréhension qui sera difficile à comprendre, d'autant qu'il y a un sujet de distorsion de concurrence. Vous connaissez Action, vous en avez tous entendu parler, c'est des concurrents étrangers, alors on accepte la concurrence, mais ils achètent aux Pays-Bas et ils achètent tous les stocks d'Unilever, de L'Oréal à des prix défoncés. La réalité demain, c'est que ce ne sera pas sur le prix de fond de rayon qu'on pourra vendre du shampoing alors que les Français se restreignent, ce serait évidemment sur la promotion qui pourrait être dans des proportions à 50-60% pour concurrencer ces nouveaux acteurs. Nous limiter à 34%, nous met dans une situation vraiment délicate. Et s'il y a un point sur lequel vous devez réfléchir, mesdames et messieurs, c'est ce point-là au service du consommateur. Il reste 30 secondes. Est-ce que, monsieur Molac, vous souhaitiez réagir ? Les dates butoirs, me dit monsieur Molac. Monsieur Schelchard ? Moi, je rajouterais peut-être sur les dates butoirs juste la chose suivante, nous permettre de négocier tout au long de l'année avec une contractualisation et un cadre à définir avec les grandes multinationales, mais peut-être garder la date butoir pour les plus petites entreprises qu'on veut bien protéger et avec lesquelles on n'a pas du tout les mêmes discussions. Voilà la distinction que je ferai. Je vous remercie, nous sommes arrivés au terme des orateurs de groupe. Je vous propose à présent de passer sur les questions individuelles. Comme le temps est limité, ce sera maximum 1 minute par question. Vous connaissez le principe. Je vais prendre toutes les questions, messieurs, donc à la suite. Et puis à la toute fin, vous aurez un temps qui reste donc, pour répondre à la totalité de ces questions. On commence tout de suite avec Maud Bréjon, groupe Renaissance.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur, pour votre présence. Aujourd'hui, je voudrais revenir rapidement sur la suppression du seuil de vente à perte annoncé par la Première ministre. Monsieur Bompard a déjà répondu pour sa part. Je m'adresserai donc à Monsieur Schellcher, puisque vous avez déclaré sur France Inter le 12 septembre, je vous cite, « Sur le carburant, comme j'achète et je revends, je ne peux pas revendre à perte. Pour pratiquer le juste prix, je n'en ai pas le droit, contrairement à Total Energy, par exemple. » Suite à l'annonce de la Première ministre, ma question est donc simple. Allez-vous vous saisir de cette possibilité et pourquoi ? Je vous remercie. Nous continuons avec Lionel Tivoli, Rassemblement national. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, les biens et les services continuent de voir leur prix exploser sur fond de crise énergétique qui perdure du fait d'une stratégie délibérée des principaux pays producteurs de pétrole de baisser leur offre et des compagnies pétrolières de refaire leurs marges perdues durant la Covid-19. Elisabeth Borne a créé la surprise en annonçant une loi permettant aux distributeurs de revendre le carburant à perte 6 mois à partir de décembre. Un nouvel outil, expliquait-on à Bercy, mis à leur disposition pour faire baisser les prix. La possibilité de vente à perte ne sera pas suivie car elle n'est économiquement pas tenable, pénaliserait les indépendants, mais surtout, elle n'est pas pérenne pour les Français, vous l'avez d'ailleurs tous refusé. Alors que le prix du litre flirte avec les 2 €, que pensez-vous d'une baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur les énergies et donc à la pompe pour enfin agir sur les prix à la pompe et donc sur le pouvoir d'achat des Français? Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le ministre Travert pour Renaissance. Merci, Monsieur le Président. L'actualité économique du moment et l'inflation, notamment sur les produits alimentaires, méritent un débat clair et en toute transparence. Et merci d'être là pour le faire. Les tensions, les contournements, les pratiques abusives semblent demeurer malgré les outils législatifs qui ont été mis en œuvre depuis un certain nombre d'années. Et quand des acteurs des négociations commerciales se disent trop corsetés dans un ensemble de règles trop strictes, je souhaite les renvoyer à leurs propres responsabilités. Pour les agriculteurs, ce qui les protège aujourd'hui, c'est la notion de contrat, la non-négociabilité des matières premières agricoles, un meilleur encadrement des pénalités logistiques. Et je souhaite connaître votre position sur la sanctuarisation des MPA dans les marques distributeurs sur lesquelles vous avez une possibilité d'action à 100%. Et venir aussi sur l'encadrement des promotions dans le DPH. Vous souhaitez ne pas être limité à 34% de la valeur du produit, mais en volume, les promotions représentent moins de 19% en moyenne, alors que la loi prévoit une limite à 25%. Pourquoi ? Dans ce cadre, est-ce que vous ne proposez pas plus de promotion aux consommateurs ? Merci beaucoup. Vincent Rolland, Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Il est bien difficile de comprendre ce qui se passe. Vous, les acteurs de la grande distribution et industrielle, vous vous renvoyez la balle sur la baisse des prix et on assiste à une partie de ping-pong qui se fait au détriment des consommateurs. Mais avant que la fumée blanche n'apparaisse, ne faudrait-il pas mieux encadrer les communications de la grande distribution, parce qu'il est fréquent, et pour faire mes courses moi-même, je m'en rends compte, que des offres promotionnelles sont de vraies fausses offres promotionnelles quand on regarde le prix du kilo et si on le compare à d'autres vendeurs, notamment des vendeurs dans le monde coopératif agricole. Thierry Benoît, Horizon, pour une relance. Oui, je reviens avec ma première question de tout à l'heure. Peut-on arrêter de délocaliser les négociations commerciales hors France lorsqu'il s'agit du marché et des produits français, mais du marché français? Ça, là, c'est la question du rôle des centrales d'achat. Deuxième question, puisque les 75 multinationales posent problème, vous nous expliquez que sur 75, il n'y en a que 10 qui ont fait une proposition de nouveaux tarifs tenant compte, qu'il n'y en a que 1 sur 10 qui a fait une proposition de réactualisation des tarifs pour tenir compte de l'inflation. Question, est-ce que le législateur doit adapter le code du commerce qui régit les règles entre la grande distribution et ces fameuses 75 multinationales? Merci beaucoup. Dino Cinieri, LR. Merci, Monsieur le Président. Oui, suite à la rencontre des distributeurs et industriels les 30 et 31 août dernier autour de Bruno Le Maire, les partis se sont engagés sur des baisses ou maintien de prix sur 5000 produits. C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs car nos concitoyens subissent une grosse baisse de pouvoir d'achat depuis plusieurs années. Mais qu'en sera-t-il pour les producteurs, notamment dans le cadre que le gouvernement autorise la vente à perte? Garantissez-vous que les agriculteurs en particulier ne seront pas lésés pour que les distributeurs puissent maintenir leurs marges malgré les hausses des prix de l'électricité notamment? J'ai rencontré ce matin avec plusieurs députés des producteurs laitiers qui sont particulièrement inquiets. Pouvez-vous les rassurer? Merci beaucoup. Anne-Laurence Pétel, pour Renaissance.
Merci Monsieur le Président, merci à nos invités d'être venus ce matin. Ma question s'adresse particulièrement à Leclerc, mais finalement elle pourrait aussi être élargie à tous nos intervenants. Une journaliste de complément d'enquête s'est faite embaucher dans une de vos centrales régionales. Elle révèle que Leclerc achèterait plus de marchandises que nécessaire dans l'objectif de vendre plus tard, au prix fort, aux consommateurs le surplus acheté au rabais. Une pratique qui n'est pas illégale tant qu'elle ne dépasse pas un certain seuil, 25% de tous les achats aux fournisseurs sur l'année, mais qui met les fournisseurs en difficulté et qui prend, je cite la même journaliste, les consommateurs pour des dindons. Les employés interrogés dans l'émission avouent ne pas toujours respecter ce seuil. Alors ma question s'adresse à Leclerc, mais plus largement aux autres. Que comptez-vous mettre en place afin de vérifier que toutes les centrales appliquent sans exception la loi, rémunèrent de manière plus juste les fournisseurs et affichent aux consommateurs des prix qui reflètent réellement les prix auxquels Leclerc se fournit? Je vous remercie. Pascal Lavergne, Renaissance. Merci, Monsieur le Président. Chacun avait eu, au début de vos interventions, 5 minutes de propos liminaires. Ça fait donc 20 minutes de propos liminaires. À aucun moment, dans vos bouches, dans vos propos, je n'ai entendu le mot d'agriculteur, je n'ai entendu le mot de producteur. Pourtant, j'ai entendu le mot inflation, j'ai entendu le mot client et j'ai entendu le mot alimentation. Je voudrais quand même vous rappeler à tous les quatre que l'alimentation, ce sont les 400 000 agriculteurs qu'il nous reste en France qui la produisent. Je voudrais sincèrement, parce que je pense que vous êtes des entreprises européennes, des entreprises françaises, des entreprises citoyennes, que vous ayez ce respect citoyen de prendre en compte l'ensemble de ceux qui vous permettent de vivre, à savoir les producteurs, les fournisseurs de matières premières que constitue l'alimentation que chacun de vos clients consomme 2 fois par jour. Nous légiférons, nous continuerons à légiférer, mesdames, messieurs, nous continuerons à légiférer tant que vous ne permettrez pas aux producteurs de vivre de leur métier. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Pierre Vigier, LR. J'aurai le micro. Merci, Monsieur le Président. Ma question à Monsieur Bompard. Avec le prix des carburants à 2 € le litre, la situation est devenue vraiment intenable pour beaucoup de nos compatriotes. Et vous le savez, le projet de loi qui sera prochainement présenté prévoit d'autoriser la vente à perte des carburants. Ce type d'opération commerciale est bien évidemment attendu par les Français, pour beaucoup d'entre eux qui n'ont pas d'autre alternative que la voiture individuelle. Aussi, 3 questions. Que se passera-t-il à la fin de cette mesure ? On va certainement retrouver les prix initiaux. 2, l'État ne doit-il pas diminuer la taxation sur le carburant ? Je le rappelle, représente les 2/3 du prix. Et 3, comment s'assurer que ces opérations commerciales ne vont pas pénaliser les 6000 stations indépendantes qui sont bien souvent situées en milieu rural ? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Grégoire de Fournas, RN. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais faire une relance suite à mon intervention de tout à l'heure. J'ai bien entendu les bénéfices que réalisait le groupe Carrefour et je crois que l'intervention de notre collègue Potier a été assez intéressante et je partage ce qu'il a pu dire sur le fait qu'effectivement il y a 1000 façons de pouvoir camoufler un peu les bénéfices d'un groupe. Moi je voulais relancer ma question et peut-être cette fois-ci à Monsieur Michaud sur la question du rapport sénatorial qui dit que le SRP+10 a permis à la grande distribution de dégager 600 millions d'euros de marge supplémentaire. Contestez-vous ce rapport sénatorial et si ce n'est pas le cas, quelles sont les mesures que vous comptez mettre en œuvre pour rendre aux consommateurs ces 600 millions d'euros, ou aux agriculteurs d'ailleurs? Je vous remercie. Nicole Lepé, Renaissance. Mercredi matin, j'ai assisté au discours de Madame Ursula von der Leyen, donc à Strasbourg. C'est la première fois qu'elle commence et débute ses propos par la sécurisation de l'approvisionnement de l'alimentation en Europe, avant d'autres sujets très importants. Juste, j'aurais voulu savoir ce que vous en pensez de cette première introduction donc de Madame Ursula von der Leyen. Merci. Je vous remercie. Madame Aurélie Trouvé, groupe LFI. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, messieurs. Je voudrais revenir sur la revente à perte, qui est la nouvelle solution miracle avancée par le gouvernement. Bon, je dois d'abord dire que je pense qu'il n'y a pas un seul économiste sérieux, libéral ou pas, qui soutient une telle proposition. C'est une pratique interdite dans la loi pour cause de concurrence déloyale depuis 60 ans. Ça menace, on le sait, les 5800 stations indépendantes d'essence, mais aussi sans doute des supermarchés en milieu rural. Et je voudrais d'abord vous interpeller là-dessus.
Ma collègue Guigné, d'ailleurs, n'a pas eu de réponse là-dessus. Monsieur Bompard, 900 emplois supprimés en France par Carrefour, mais n'y a-t-il pas un risque encore de suppression d'emplois avec une telle proposition de revente à perte? Puis je voudrais parler aussi des consommateurs. Monsieur Bompard, vous dites que vous n'êtes pas une ONG, mais alors n'y a-t il pas le risque, qui est évidemment souligné par beaucoup d'économistes, que vous vous rattrapiez en ce qui concerne, évidemment, s'il y a revente à perte sur l'essence, que vous rattrapiez sur les prix des produits alimentaires. Vous aurez compris que je considère que c'est une idée désastreuse et vraiment le signe d'un gouvernement qui ne sait plus quoi faire. Madame Anne-Laure Babot, Modem. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais évoquer ce que vous posez comme question sur la négociation durant l'année. C'est une vraie question, mais ça nécessiterait certainement que vous revoyiez vos méthodes. Aujourd'hui, la renégociation, elle existe en cours d'année. Les négociations intermédiaires, elles existent. Et vous savez que vous contournez en fait aujourd'hui la loi avec des opérations de trade marketing, avec la question des pénalités logistiques. Donc aujourd'hui, il y a des méthodes qui vous le permettent. J'aimerais savoir si vous êtes prêt, effectivement, si on était amené à négocier pendant toute l'année, à avoir des méthodes plus apaisées, à parler davantage effectivement du produit, et je rejoins mon collègue, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup du prix, mais pas du produit, et c'est bien regrettable. Et ça fait le lien avec ce que M. Bompard disait. Aujourd'hui, je pense que votre métier, c'est pas de gagner des parts de marché sur vos petits copains, c'est de nourrir les Français avec des produits de qualité. Et aujourd'hui, la politique du prix bas, elle tue nos agriculteurs, voire elle tue nos Français, elle tue les Français. Donc, vous pouvez rebondir peut-être là-dessus, M. Bompard. Merci. Je vous remercie. Monsieur Julien Dive, LR. Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir répondu, Monsieur Cotillard, Monsieur Schellcher, sur la date butoir, et je pense que ce sera l'objet de plusieurs débats à l'Assemblée. Moi, je voudrais vous relancer sur le SRP+10 et l'avis que vous faites de cette application qui était initialement prévue sur les produits alimentaires, qui est étendue à d'autres produits, qu'on puisse avoir un retour. Et enfin, Monsieur Michaud, je vous ai posé une question tout à l'heure. Vous mettez en cause l'Assemblée nationale. J'aimerais que vous puissiez nous donner des noms de personnalités, puisque les propos de Michel Leclerc visaient clairement des parlementaires. Je voudrais que nous puissions avoir des noms, et puis également les arguments qui permettent de tenir ces allégations. Merci. Je vous remercie. Monsieur le Président Chassaigne, GDR. Oui, je voudrais revenir sur la dérive constatée au regard de l'approvisionnement alimentaire et des arbitrages de la grande distribution ces dernières semaines sur l'origine des produits vendus. Pouvez-vous nous dire comment a évolué la part des produits d'importation dans vos linéaires, en particulier les produits issus d'importation extra-communautaire, dans les produits bruts sur les rayons viande et fruits et légumes, ainsi que dans les produits transformés des rayons épicerie? Je vous remercie. Monsieur Dominique Potier, PS. Et vous avez à la main 3 milliards de pubs pour influencer l'imaginaire des Français. Alors, soyez respectueux de l'Assemblée nationale et répondez à 2-3 questions qui paraissent extrêmement pertinentes pour lesquelles on n'a pas eu de réponse. Celle de Julien Dive est extrêmement importante. On ne peut pas avoir d'allégations mensongères contre des représentants de la nation. La deuxième question, c'est la question d'André Chassaigne. Concrètement, sur quels produits alimentaires achetés à l'étranger vous allez refaire les marges que vous allez perdre sur la distribution? Enfin, ne pensez-vous pas que le gouvernement mène une politique de gribouille en mode panique en baissant la consommation du pétrole sans toucher au super profit ni des énergéticiens ni des industriels qui ont des marges exubérantes? Voilà. Merci. Et monsieur Richard Ramos, Modem. Une question simple, est-ce que vous mettrez dans vos rayons des poulets ukrainiens alors qu'ils n'ont pas les normes? Je veux savoir si dans les marques chez vous, on aura ces poulets-là, alors que nos producteurs de volailles sont à genoux avec la grippe aviaire. Et deuxièmement, dire à M. Bompard et à vous tous, on comprend que pour prendre des parts de marché, vous répondez à un besoin des Français d'acheter pas cher. Mais c'est le juste prix qu'il faut que vous nous aidiez à faire acheter aux gens. Et quand on rentre dans vos supermarchés, on voit que des promos, on voit que des trucs comme ça. Jamais vous nous parlez du bon produit. Jamais vous nous dites qu'il a du goût. Il a du goût parce qu'il a été dans un bon herbage. Et donc, vos milliards d'euros en communication, vous les mettez parce que c'est le prix qui vous fait gagner les uns les autres ces parts de marché. Mais vous avez, et j'ai confiance en vous, une part de responsabilité sociétale avec les moyens que vous avez. Et donc, il faudra nous dire régulièrement comment vous prenez votre part, non pas au prix bas, mais au juste prix. Je vous remercie. Je ne souhaiterais frustrer aucun député. Donc, y a-t-il d'autres demandes de questions individuelles? Une fois, 2 fois, 3 fois. Eh bien, écoutez, messieurs, il vous reste une bonne dizaine de minutes, 15 minutes très grand maximum pour conclure. Je vous laisse vraiment totalement libre de vos réponses, mais est-ce qu'en 10 minutes, nous pourrions répondre à ces différentes questions? Qui souhaite commencer? Monsieur Schellcher, allez-y. Mesdames, Messieurs les députés, je vais prendre quelques questions pour permettre à mes collègues aussi de répondre. Tout d'abord, Madame la députée, effectivement sur France Inter la semaine dernière,
J'ai répondu à une question de Léa Salamé sur « mais pourquoi, messieurs les distributeurs, vous ne pouvez pas faire comme Total et vous ne pouvez pas plafonner le prix ?» C'est à cette question que j'ai répondu en expliquant le mécanisme. C'est vrai, je l'ai fait plusieurs fois en expliquant simplement ce mécanisme. Jamais j'avais dans la tête de le regretter ou de demander de changer ce fonctionnement. Je faisais simplement ce que j'essaie souvent moi de faire, de la pédagogie pour les Français pour expliquer comment ça marche. Je voulais juste vous répondre ça. Il y a une mécompréhension là-dessus. Je n'ai jamais, et vous ne trouverez aucune déclaration de ma part qui dira on appelle à remettre en cause le seuil de revente à perte. Sur la sanctuarisation des MPA, bien sûr que c'est une très bonne chose et nous ne voulons pas évidemment remettre en cause cette chose-là. Moi, je me félicite du progrès du revenu des agriculteurs, bien évidemment. On a soutenu la mise en place de Egalim et tant mieux si le revenu agricole a progressé. Et ça, il ne faut pas le remettre en cause, il ne faut pas reculer. On est en contact avec eux en permanence et on a bien compris qu'ils ne veulent pas reculer là-dessus. Ils ont raison et ce n'est pas ça qui est en jeu. Et derrière, il y a votre question, madame, celle de la souveraineté alimentaire. On a une grande responsabilité par rapport à ça et je peux vous dire qu'on en a conscience. Et quand on circule en France, qu'on construit des contrats tripartites, qu'on construit des choses avec des coopératives, j'étais sur scène l'autre jour avec un président de grande coopérative bretonne, c'est pour défendre ça. C'est pour défendre ça. On n'est pas parfait, sans doute pas, on l'a bien compris, mais on essaye aussi de construire des choses vertueuses et avec cette toile de fond de souveraineté. Sur l'achat en Europe, c'est une possibilité que vous devez nous laisser dans le respect de la loi. Nous avons en face de nous des acteurs puissants qui achètent au niveau international. Je prends même un exemple, c'est Lidl. Lidl aujourd'hui est un grand intervenant en France qui s'est fortement développé en France, qui achète au niveau européen, international. Pourquoi nous ne pourrions pas, juste pour quelques dizaines de grandes entreprises, avoir les moyens, quand elles font elles-mêmes de la péréquation en Europe, les grandes entreprises, il faut le comprendre, font de la péréquation en Europe. Elles vendent plus cher en France pour vendre moins cher en Espagne, etc. Et c'est là qu'on essaye de chercher un peu de pouvoir d'achat pour les Français. Sur le code du commerce, oui, il faudrait le revoir dans un esprit de simplification avec cette grande idée de nous permettre de discuter plus souvent avec un objectif, Madame la députée, d'avoir des relations plus apaisées. Ce qui met une grande tension dans ce que nous vivons chaque année, c'est que nous sommes enfermés dans ces 3 mois de la loi actuelle. Ces 3 mois, ça nous oblige, ça fait que les gens se voient souvent et ça met une tension supplémentaire. Libérons-nous de ça, faisons comme tous les pays étrangers. Quand je vois mes collègues allemands, ils me disent « mais comment vous faites en France pour fonctionner comme cela ?» Voilà, et sur les produits bruts, et je m'arrêterai là pour laisser mes collègues, sur les produits bruts, l'engagement de Système U, c'est de l'achat français déjà pour tous les produits à notre marque, et on ne dérogera pas là-dessus, et on sera très déterminé sur ce point-là. Il faut défendre nos agriculteurs. Je vous remercie. Qui souhaite continuer? Je vais répondre Monsieur Cottier. à Monsieur Ramos. Non, on n'a aucune intention d'aller acheter des poulets en Ukraine. C'est déjà pas le cas et ce ne sera pas le cas à l'avenir. Les poulets, les viandes, les œufs sont 100% français, ne serait-ce que parce qu'on a nos outils d'abattage, comme vous le savez, en France, chez Intermarché. Le vrai enjeu, vous avez raison, en fait, ça va être ça. C'est-à-dire, on a une telle pression aujourd'hui sur le pouvoir d'achat, c'est est-ce qu'on pète tout? C'est-à-dire, ça fait quand même 3-4 ans, le ex-ministre Travers est ici pour le témoigner, on a tous fait des efforts à un moment sur la qualité, on a poussé le bio. Et aujourd'hui, ce serait trop facile de remettre du premier prix et de revoir les cahiers des charges. Donc on est en train de tenir, mais c'est vrai que c'est un enjeu qui est fort. En tout cas, la volonté, là j'ai mon patron des achats devant moi, c'est de parvenir là-dessus. Parce qu'on ferait marche arrière et on a une responsabilité sociétale et on a notamment le prochain enjeu qui va être climatique, l'empreinte carbone, etc. Et le vrai risque, c'est de refaire des premiers prix et tomber dans du bas de gamme. Et en tout cas, c'est pas la mission qu'on a. On fera tout pour évidemment défendre cette cause. Sur la revente à perte, alors on comprend la démarche est louable du gouvernement, mesure exceptionnelle, contexte exceptionnel, mais la réalité économique, c'est qu'en fait, on va pas l'utiliser cette possibilité-là, parce qu'à un moment, si on fait ça, on va augmenter le prix des pâtes, donc on n'est pas complètement cinglé. Donc bien évidemment, on nous propose le dispositif, mais vous pensez bien que, en plus, là pour le coup, je vous parlais de la distorsion de concurrence avec Action. On est dans les territoires et on n'a aucun
d'intérêt à tuer le petit pompiste qui ne pourra pas évidemment le faire. Le SRP plus 10 chez Intermarché, c'est 70 millions. Alors vous me croyez ou pas, réellement, il y a eu une partie qui est allée en MPA. C'est-à-dire qu'il y a eu, bien évidemment, des industriels qui sont venus, qui nous ont demandé de payer plus cher et on a joué le jeu. Et il y a une partie, donc je vais reboucler, désolé Monsieur de Crozaille, mais il y a une partie en fait de ça qui nous a servi à aller en complément des promos que nous proposent les industriels en DPH. Le DPH, les paquets de couches, c'est quand même 10-15 euros, c'est des produits très chers. L'industriel, il nous propose à un moment 50% et ça s'arrête là. Et donc, le jeu d'Intermarché, ça a été d'aller jusqu'à 90% et on complète de 40% l'avantage carte. C'est du commerce pour faire venir les gens et ça crédite la carte. Et donc, on est persuadé que des remises de 8 ou 9 euros, c'est quand même hyper important pour le Français. Donc c'est pour ça qu'on insiste pour dire, de grâce, essayez de sauver ça. Et puis, dernier point, sur l'entreprise citoyenne. Vous savez, moi, je suis fils d'agriculteur. Donc j'ai cette responsabilité d'être dans un groupement de chefs d'entreprise. Mais j'oublie pas mes origines. Et je peux vous assurer que lui, il a la pression. C'est-à-dire, j'ai toujours défendu l'idée qu'on doit construire des accords tripartites. On a des abattoirs. Donc la moitié de nos agriculteurs sont déjà contractualisés. Et c'est en fait, moi, c'est la seule mission que je me donne. Je me dis, je suis à la tête d'un groupe de distributeurs qui, évidemment, porte la responsabilité de tous les maux de la terre, mais j'ai la conception personnelle que l'entreprise a une responsabilité sociétale. Et donc, tant que ce sera Cotillard à la tête des mousquetaires, je peux vous assurer, tout n'est pas parfait, mais que je défendrai le plus possible le monde agricole. Ça, c'est une réalité. Merci. Monsieur Michaud, allez-y. Ouais. Alors je vais commencer par... je ne vais pas commenter une émission de télévision, bien évidemment. Puis je crois qu'à l'Assemblée, vous savez ce que c'est. Complément d'enquête, c'est un témoignage. Alors je vais vous dire clairement, oui, on fait du stock stratégique. Oui, ça nous arrive d'acheter quand il y a un bon coup à faire ou une bonne promotion. Oui, on achète. Maintenant, dites-vous bien que les gros fournisseurs, en tout cas la grande majorité des fournisseurs aujourd'hui, contingentent quand même les opérations commerciales et ne nous laissent pas acheter ce que l'on veut. L'affirmation dont je doute la véracité, en tout cas qu'on peut remettre en cause, c'est le fait qu'on se serve de ces stocks stratégiques, ou en tout cas des queues de stocks stratégiques, pour se refaire de la marge derrière. Je ne dis pas que ça n'a jamais existé, mais en tout cas, ce n'est pas l'objectif. Donc c'est quelque chose qui a existé, qui existera peut-être encore, mais on le fait à l'intérieur de la loi. Maintenant, dire qu'on a acheté 25%, c'est-à-dire la totalité en une commande, la totalité sur une centrale c'est juste quasiment pas possible. Mais je laisse l'auteur de ça le dire. Je ne cautionne pas. Sur le SRP plus 10, depuis le début, je crois que depuis le début, on est toujours opposé au SRP plus 10. Alors que ce soit Michel, Édouard Leclerc, Philippe Michaud, Tartampion de chez Leclerc, on a tous été d'accord sur le fait que la SRP plus 10, on était opposé à ça. Et quand vous dites qu'on est tous d'accord et les quatre d'accord, là, pour le coup, je ne suis pas certain qu'on partage tous ce point de vue. Mais les 600 millions, je ne sais... Alors, je ne remets pas en cause la capacité du Sénat à faire des calculs, mais je ne sais pas d'où ça sort. On a refait une étude par un mathématicien reconnu, un économiste reconnu, le rapport Génic. On a échangé avec certains d'entre vous qui, lui, effectivement, ne regroupe pas ces chiffres, dit que si la SRP plus 10 a coûté à peu près 6% aux ménages les moins aisés, donc on se dit que si on revenait dessus, on pourrait renvoyer 6% à ces mêmes consommateurs, et que de toute façon, ces sommes-là, et je rejoins ce qui vient d'être dit, on les a remis dans les prix. On est l'enseigne la moins chère et on le restera. Et c'est souvent étonnant, alors je ne suis pas schizo, mais c'est assez étonnant de fois de nous dire « mais qu'est-ce que vous faites contre l'inflation ?» Mais les prix bas, ça tue tout ce que ça touche. Et là, je veux dire, c'est un équilibre assez compliqué à gérer parce que il faut pas d'inflation, il faut pas trop de prix bas, il faut être pile poil au milieu sur tous les produits et l'ensemble de l'année. Alors oui, on le fait pour répondre, Monsieur Ramos, à votre question tout à l'heure sur notre communication. On fait de la communication bien évidemment sur plein de produits, mais aussi on fait de la communication sur des alliances locales. La grande majorité de nos magasins sont dans des territoires ruraux. Pour répondre à Monsieur le député tout à l'heure, nous on est sur nos territoires pendant
pendant 25, 30 ans. Nos enfants vont à l'école avec les enfants des agriculteurs, ils se connaissent. Enfin, je veux dire, faut arrêter 2 secondes, on n'est pas... Non, souvent, il n'y a pas que des écoles catholiques. Moi, chez moi, il n'y a qu'un... chez moi, il n'y a qu'un lycée agricole. Il n'y a qu'un lycée agricole au Neubourg. Bien, Monsieur Michaud, allez-y, concluez. Je voudrais juste, parce qu'il y avait une autre question que l'on m'avait posée. Oui, alors ça, je suis incapable de répondre à cette question. Je ne sais pas si l'intention... Je connais Michel, mais je ne remets pas en cause ce qu'il a dit, bien évidemment. Oui, alors, sincèrement, je ne l'ai pas vu. Je ne me défile pas, parce que si je dois dire les choses, je les dirai, et en toute franchise, et je n'ai aucun état d'âme sur le sujet. Mais je suis incapable. Mais connaissant Michel, ça m'étonnerait qu'il ait mis le doigt dans cette volonté du name and shame. Ce n'est pas notre truc. Le name and shame, on le laisse aux autres. On le dit pas. C'est arrivé, oui, c'est arrivé une fois. C'est arrivé une fois. On est bien d'accord, monsieur Dive. C'est arrivé une fois. C'était... Comment ? Attendez, on ne va pas s'interpeller, on va essayer de clore. On a eu un moment d'agacement. Monsieur Michaud, l'agacement, il vient. Vous comprenez aussi l'agacement des parlementaires quand ils entendent un leader de la grande distribution qui dit il y a des personnes dans notre pays qui sont au pouvoir et qui ont un intérêt à avoir de l'inflation et qui souhaitent de l'inflation. Et donc quand monsieur Dive entend ça, quand les parlementaires entendent ça, légitimement, ils s'interrogent. Donc c'est l'occasion de vous poser la question. Vu que vous émettez ce type d'accusation sur des matinales de grande écoute, nous, parlementaires qui sommes directement interloqués par ce type de déclaration, on se dit mais de qui parle-t-il? Ou alors est-ce que c'est un effet de communication qui vise à dire l'inflation c'est pas moi, c'est l'autre, c'est le voisin, c'est le parlementaire? Mais voilà, je trouve que la question de monsieur Dive est parfaitement légitime parce que, encore une fois, sinon ça veut dire que c'est de la dénonciation calomnieuse en fait, en quelque sorte. Donc il y a quand même des conséquences à tout ça. Je n'ai pas dit que l'intervention de monsieur Dive était calomnieuse, enfin était infondée. Non, c'est pas lui qui est calomnieux. Oui, vous avez compris. Faut pas inverser les rôles, monsieur Michaud. Allez-y. Et je sens que vous êtes sensible quand même sur le sujet. Comprenez-nous, monsieur Michaud. À la limite non, mais quand on dit... On se fait respecter, monsieur Michaud. Quand on dit intérêt... Oui, tout à fait. Tout à fait, monsieur Ramos, je suis d'accord avec vous. Quand on parle comme ça, ça me gêne de parler au nom de Michel, parce que j'assume complètement ce qu'il dit, j'ai pas de problème. Faut qu'il vienne nous voir, monsieur Michaud. La prochaine fois, il pourra répondre à nos questions. Il n'y a pas que Michel dans le mouvement, on est nombreux. Hein. On est nombreux. Bien. Bon, je peux... Bon. Concluez. Donc je vais juste répondre. Quand on parle d'intérêt, c'est pas un intérêt unique de personnes, c'est un intérêt général, parce qu'il est plus facile de parler... Non, mais attendez, laissez-moi finir ma phrase. C'est quand même... Au lieu de parler impôt, on parle d'inflation, et c'est quand même mieux de parler d'inflation que de parler d'hausse d'impôt. Je pense que c'était dans ce sens-là, au fond, mais je ne vais pas polémiquer là aujourd'hui avec vous, vous êtes trop nombreux, et je suis tout seul. Très bien. Nous allons conclure donc avec monsieur Bompard, parce que vous n'avez pas pris encore la parole, sauf si vous souhaitez pas répondre, mais si vous Si, bien sûr. Allez-y, monsieur Bompard. Je vais faire très court. Comme vous me donnez la parole en dernier, je vous remercie d'abord, mesdames et messieurs les députés, pour vos questions. Il en ressortait ce qui fait le fondement de notre métier. Les deux objectifs a priori totalement contradictoires que nous devons répondre en même temps. L'objectif de défendre le pouvoir d'achat des Français, vous avez été un certain nombre d'entre vous, et vous avez raison, c'est votre rôle à nous demander ce que nous faisons, pas seulement nous, la filière dans son ensemble avec les industriels, pour accompagner les Français, baisser les prix, être au plus près possible de leurs attentes, dans un moment de souffrance, et vous le savez, vous êtes dans votre circonscription absolue, de restrictions, de privation de consommation, de bascule d'un certain nombre de nos clients vers les banques alimentaires, vers des aides alimentaires structurées. Et en même temps, vous nous demandez, vous avez raison, qu'est-ce que vous faites pour accompagner le monde agricole? Comment est-ce que vous faites pour que les PME de l'industrie agroalimentaire aillent bien? Quel est votre rôle dans cette transition que doit mener le monde agricole? C'est notre métier. C'est cette contradiction-là qui fait notre métier. C'est aussi ce qui fait sa noblesse, parfois insuffisamment reconnue. Mais c'est ça notre contradiction à résoudre. Et soyez assurés, on ne vous a évidemment pas convaincu sur tout, vous repartez avec des doutes sur un certain nombre de sujets, j'espère aussi avec un certain nombre d'explications sur d'autres, que notre objectif à nous, chacun l'exprime à sa manière, avec ses mots, avec ses raisons d'être, c'est d'amener la qualité alimentaire au plus grand nombre. C'est ça notre métier.
C'est ça qui nous passionne les uns et les autres. C'est ça qu'on fait avec le monde agricole. Ne pensez pas que nous sommes ennemis du monde agricole, ce sont nos principaux partenaires. On ne fera pas la qualité alimentaire pour tous sans le monde agricole. Donc cette transition-là, c'est celle qu'on fait. Mais on l'a fait en essayant en même temps d'atteindre cet objectif qui est notre quotidien dans les magasins en permanence. Comment est-ce qu'on fait au moment où il y a une crise aussi forte pour un aussi grand nombre de Français, de leur permettre de continuer à s'alimenter convenablement? C'est cette contradiction-là qui fait notre métier. Ne repartez pas non plus avec l'impression que le monde industriel est un ennemi pour nous. On ne vit pas toute la journée en se disant que le monde industriel est un ennemi. D'abord, il se divise en deux, vous avez raison. Nous avons les uns et les autres de très bonnes relations avec les PME agroalimentaires. On signe très tôt, on s'entend globalement extrêmement bien, on n'a pas de difficulté à conclure les négociations. On a un point de friction avec, j'entendais parler tout à l'heure de manque de concentration ou de trop grande de la grande distribution. Nous sommes 4, nous pourrions être 10. Je ne sais pas, vous recevez très souvent d'autres industries. Est-ce que vous avez 10 industriels en face de vous quand vous avez l'industrie automobile, les industries comme ça? Parce qu'on aurait pu ajouter Lidl, Auchan, Casino, Aldi et bien d'autres. Donc c'est une industrie où on se retrouve un certain nombre en face de très grandes multinationales. Nous sommes aussi des très grands groupes. On vous demande juste, dans la relation que nous avons avec eux, de nous faire confiance et de nous laisser négocier, nous laisser discuter. On n'est pas du tout en train de toucher les PME. On a juste besoin que vous ayez confiance dans le fait que nous négocions pour donner du pouvoir d'achat aux Français et pour mener les transitions alimentaires pour tous. Je vous assure que même avec les grandes multinationales, on a plein de grands projets de transformation qu'on mène ensemble. Et puis, dernière chose, ayez confiance dans le fait que quand on vous donne des éléments de terrain, on ne vous dit pas n'importe quoi. Quand on vous dit sur le DPH, faites-nous confiance, en 2024, il faut un moratoire sur l'application de ces limitations de promotion. Parce que quand on va dire aux Français, si jamais on leur dit au 1er mars, les promotions sur le dentifrice, sur les protections féminines, sur l'ensemble des produits d'hygiène de première nécessité, nous ne pouvons plus faire des promotions, ils ne vont pas comprendre pourquoi on le fait, parce que ça n'a rien à voir avec le monde agricole. Vous appliquerez cette mesure en 2025, quand l'inflation sera baissée, nous le comprenons très bien, mais pour 2024, faites-nous confiance. Il ne faut pas rajouter une contrainte de plus et une privation de plus aux Français. En tout cas, merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup. La confiance n'exclut pas le contrôle, comme le disait ma grand-mère. Absolument. Donc nous sommes là pour faire confiance, mais aussi contrôler. Et vous avez raison de rappeler qu'ici, il n'y a pas de gentils, de méchants, et qu'on est à l'écoute des acteurs économiques. Je veux juste avoir une confirmation, parce que c'est utile pour la façon dont nous allons légiférer sur le projet de loi. Que je comprenne bien sur la mesure de vente à perte, parce que certains ont répondu. Monsieur Bompard, vous avez dit tout à l'heure que vous ne vendriez pas à perte de l'essence. Vous l'avez très clairement dit. Je continuerai à faire des opérations. Je vous remercie. Juste avoir une confirmation des acteurs économiques pour qu'on soit bien clair de ce que nous avons entendu. Monsieur Schelcher, vous avez indiqué que même si vous aviez déclaré sur France Inter en réponse à Madame Léa Salamé que vous ne pouviez pas vendre à perte parce qu'il y avait l'interdiction de vente à perte, vous venez de dire qu'il n'était pas dans votre intention de remettre en cause l'interdiction de vente à perte. C'est ce que vous avez dit. Pour des raisons économiques, il ne sera pas possible aux entreprises, aux PME du groupe Système U de faire massivement des opérations de vente à perte sur le Je vous remercie. Monsieur Cotillard, vous avez indiqué que même si vous remerciez le gouvernement de son écoute sur le sujet, vous ne vous saisiriez pas de la mesure parce que vous n'êtes pas idiot, je cite vos propres mots, et que vous ne souhaitez pas vous rattraper sur d'autres produits. Cela veut dire que vous ne vendrez pas à perte de l'essence de votre côté également. C'est exactement ça. Bien, je n'ai pas eu la réponse de Monsieur Michaud pour Leclerc. Monsieur Leclerc, vous saisirez-vous, oui ou non, de cet outil qui a été proposé? Nos entreprises ne sont pas fabriquées pour faire de la vente à perte. Donc nous ne ferons pas de vente à perte sur le carburant. Je vous remercie. Cela veut donc dire que sur cet outil qui vous était proposé, aucun d'entre vous n'a souhaité se saisir de ce dispositif et aucun d'entre vous ne se saisirait de ce dispositif s'il existait. Je ne travestis pas vos propos en le disant. Je vous remercie. Cela va susciter quelques amendements, j'imagine, sur cet article 2. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, pour votre présence et vos réponses. N'hésitez pas à revenir nous voir. Vous l'avez vu, notre Assemblée est accueillante et elle préfère toujours échanger directement avec les acteurs économiques plutôt que de les écouter sur les matinales radio, même si bien évidemment on est très heureux de vous écouter également à la radio et à la télé.